Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Gaëtan Klein et bienvenue dans cette conférence où je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est un sujet que je développe depuis quelques années maintenant, qui s'appelle les états de conscience de haut niveau en français, en anglais Peak State of Consciousness. Donc cette conférence, c'est un réenregistrement d'une conférence que j'ai donnée il y a quelques jours puisque les conditions techniques étaient très mauvaises ce jour-là. Donc j'ai décidé de réenregistrer la conférence et de tout refaire pour que je puisse vous donner des informations plus claires. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un domaine assez nouveau dans le monde du développement personnel et du développement de l'être humain. C'est quelque chose qui est assez peu abordé euh, dans le monde occidental, on va dire, mais qui est en train de devenir en force et qui va être, je pense, le futur du développement personnel et de la thérapie. Donc on est au tout début de ce domaine-là et je vais vous expliquer tout le modèle et tout ce qui nous a amené à créer ça. Voilà, donc je vais utiliser un PowerPoint dans cette vidéo, puis après je repasserai en face écran pour que ce soit plus convivial. Donc dans cette conférence, on va parler de ce qu'on appelle en anglais les peak states. En français, on a décidé de traduire ça par état de conscience de haut niveau. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. On aurait pu traduire ça par d'autres termes. Et je vais vous faire une présentation du travail que nous effectuons dans un institut qui regroupe plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet. Donc c'est un institut anglophone qui s'appelle The Institute for the Study of Peak States, donc l'Institut pour l'étude des états de conscience de haut niveau. Dans cette conférence, je vais souvent dire nous. En fait, quand je veux dire nous, je veux dire surtout l'Institut et l'équipe de recherche qui travaille sur ça depuis maintenant à peu près une trentaine d'années, sachant que moi-même, mon rôle est assez mineur au niveau de la recherche et que je suis plutôt un thérapeute et ma vocation, c'est plutôt d'appliquer ça pour les personnes qui veulent se lancer dans ce domaine. Donc on va parler d'état de conscience, on va parler de ce que c'est que de modifier l'état de conscience dans lequel on vit d'ordinaire et comment atteindre des états qui sont considérés comme extraordinaires, en tout cas dans notre société, avec certains états qui sont plus des états spirituels, d'autres qui sont plus des états liés au chamanisme. On va voir aussi que certains états apportent des capacités un peu hors du commun. Et on va essayer de mettre tout ça dans un modèle qu'on appelle la biologie de la conscience, sachant que l'essentiel de ce que je vais vous présenter est basé sur le travail de Grant McFetridge, qui est le fondateur de l'Institut et qui est encore aujourd'hui le directeur de la recherche. C'est un peu le leader qui pousse les autres à aller plus loin dans ce domaine. Donc voici le plan de la conférence très rapidement. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que les pixels vraiment. Euh, c'est quoi la différence entre une expérience temporaire et un état permanent et comment mettre ça en contexte dans une recherche qui est en fait qui fait partie de l'être humain depuis toujours et comment nous est-ce qu'on arrive avec une nouvelle vision des choses, un nouveau modèle qui peut apporter une différente compréhension. Je vais vous parler de quelques états pour vous donner un peu un aperçu de tout ce qui existe et tout ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant. Et puis on ira sur des sujets un peu plus profonds en fin de conférence. Voilà, on aura peut-être l'occasion aussi de parler d'autres sujets connexes, euh, notamment nous travaillons sur des projets cliniques, donc nous développons des processus pour aider des personnes qui souffrent de troubles mentaux comme la schizophrénie ou l'autisme par exemple. On va voir que ça s'applique de manière très similaire à ce qu'on peut faire sur des états de conscience. Comment on fonctionne en thérapie, pourquoi est-ce qu'en thérapie on peut aller peut-être un peu plus loin que d'autres formes de thérapie dans certains cas et on peut garantir nos résultats. Et puis on parlera peut-être aussi d'autres phénomènes spirituels. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi est-ce que certaines personnes racontent des phénomènes, racontent des histoires qui nous semblent un peu tirées par les cheveux et qui pourtant continuent à le vivre et il n'y a pas qu'une personne qui vit ça. Quelle est la différence avec les problèmes psychiatriques par exemple? Et puis peut-être un peu plus sur comment fonctionne la conscience à un niveau psychobiologique. Si on a le temps, on verra. En attendant, je vais déjà vous donner un avertissement parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va probablement euh, heurter certaines de vos visions du monde, de vos conceptions, que ce soit simplement vos conceptions philosophiques ou bien si vous suivez une religion particulière. Euh, Ça va probablement bouleverser un peu tout ça et c'est normal. Et vous serez certainement activé émotionnellement à un moment ou à un autre par le contenu de cette conférence. Ben, dans ce cas-là, c'est normal. Si à un moment donné, ça vous met en colère ce que je vous dis, ou si ça vous interroge, ou si vous êtes confus, ben, c'est normal. On peut en parler. Je vais aussi vous dire ce que nous ne sommes pas et ce que nous sommes. Donc, nous ne sommes pas une tradition religieuse ou spirituelle d'aucune sorte, même si on touche au sujet de la spiritualité. On le fait d'une manière beaucoup plus objective que possible, la plus objective que possible. Nous ne sommes pas non plus une organisation commerciale. Notre but, c'est pas du tout de vendre des choses, même si on a des processus qu'on peut donner au grand public.
mais ce n'est pas le but premier de notre institut. Le but premier, c'est vraiment que nous sommes un institut de recherche et qu'on applique les méthodes scientifiques à l'étude de la conscience et des expériences, entre guillemets, hors du commun, des états de conscience. Et aussi, nous élaborons des processus cliniques donc, qui peuvent être efficaces sur des maladies mentales. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les peak states? Est-ce que vous avez déjà vécu un moment où vous vous êtes senti complètement différent de votre état habituel? Comme si à ce moment-là, vous étiez transporté dans un monde complètement différent. Comme si la réalité autour de vous vous semblait plus belle, plus vivante, que vous vous sentiez plus paisible, ou comme si les choses étaient plus lumineuses, ou comme s'il y avait un sentiment qu'il y avait plus de conscience en vous et autour de vous, ou une autre expérience complètement inhabituelle. Est-ce que vous avez déjà vécu un moment, par exemple, où le temps semblait complètement suspendu, comme si le présent était beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, beaucoup plus intense? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir une connexion avec ce que certains appellent le divin? Alors, quel que soit ce qu'on met derrière ce terme, bien sûr, chaque personne va avoir une définition un peu différente, mais il y a des gens qui vivent des expériences comme ça, où ils se sentent connectés à quelque chose de plus grand, quelque chose de transcendantal. D'autres personnes vont avoir des perceptions accrues, des perceptions extrasensorielles, l'impression de savoir des choses à l'avance, par exemple. Ou certaines personnes racontent qu'elles peuvent sortir de leur corps et explorer le monde librement. Et tous ces moments précieux, entre guillemets, où le monde devient merveilleux, la psychologie appelle ça des expériences de pointe ou des expériences paroxystiques. C'est quelque chose qui est étudié depuis quelques dizaines d'années. En anglais, le terme de référence, c'est peak experience. C'est ça qu'on a utilisé comme terme de base. Et ces expériences rendent la vie vraiment extraordinaire dans le sens où on va au-delà de ce qu'on vit dans la vie de tous les jours ordinairement. On va vers quelque chose de beaucoup plus agréable, quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus intense. Et ce qu'on a découvert, c'est que ce genre d'expériences sont en fait des états qui peuvent être vécus de manière permanente. Et donc, quand une de ces expériences est continue, permanente, on appelle ça un état de conscience. Et un état de conscience de haut niveau, en l'occurrence, peak states of consciousness. Alors, par essence, les peak states représentent, à mon point de vue, le summum de l'expérience humaine. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que le summum de l'expérience humaine, c'est un peu audacieux. Chaque personne va aussi mettre quelque chose de différent derrière ça. Mais l'idée, c'est que le maximum de bien-être, de bonheur ou d'extase qu'on puisse vivre, l'expérience la plus profonde qu'on puisse vivre, on va le définir en termes d'état de conscience. On va le définir en termes de fonctionnement de la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos émotions sont différentes, que nos manières de penser sont différentes, que notre perception de notre corps ou notre environnement est différent, que tout change en fait. Et que du coup, on peut définir ça en termes d'état de la conscience. Et il y a différents peak states qui existent, différents états de haut niveau, et chacun d'entre eux peut être extrêmement agréable, extrêmement extatique, selon la manière dont on le vit, parce que chaque personne va vivre ça un peu différemment. Donc on a découvert qu'il y a plein d'états différents, et qu'ils peuvent être vécus indépendamment les uns des autres, ou combinés. C'est-à-dire qu'on peut avoir juste un de ces états, on peut avoir plusieurs états, et puis on peut aussi les acquérir. Certains de ces états sont activement recherchés dans différentes traditions spirituelles ou mystiques. Euh, c'est souvent d'ailleurs la base même de certaines traditions, de certaines religions, de rechercher un état particulier, avec bien sûr tout l'arrière-plan culturel qu'on met aussi au-dessus. Et puis d'autres états sont assez inconnus et assez rares. Peut-être que vous avez déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours être plus heureuses, plus paisibles, plus joyeuses ou en bonne santé, ou c'est comme si elles avaient plus de chance, comme si les choses se mettent en place plus facilement. Et il y a des gens comme ça qui ont la capacité de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité. On peut dire qu'ils vivent moins de souffrance que la norme, que la moyenne des gens en général. Et puis pour d'autres personnes, c'est la sensation d'avoir une spiritualité qui est très vivante et très concrète. Euh, Moi, je sais que ça ne me concernait pas du tout pendant les 25 premières années de ma vie, on va dire, euh, parce que j'avais aucune connexion, aucune idée de ce que c'était que vivre de la spiritualité. Alors que pour certaines personnes, c'est extrêmement concret. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent comme ça à se connecter à ce qu'ils peuvent appeler Dieu ou à d'autres formes transcendantales. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire de se connecter à ça? Et en fait, on va le voir, on va en parler depuis l'aube de l'humanité, depuis toujours. Il y a de nombreuses techniques de l'extase qui ont été inventées pour, entre guillemets, élever la conscience, c'est-à-dire aller au-delà, se dépasser soi-même et se libérer aussi de la souffrance. Et plus précisément, notre institut a été créé pour étudier ce phénomène et pour comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes vivent dans un état de conscience qui est différent de la masse des autres humains.
différent de la moyenne, on va dire. Et ça nous a amené assez loin, bien plus loin qu'on l'avait prévu à l'origine. Alors, l'Institut a été fondé il y a une trentaine d'années par Grant McFettridge, et qui a fondé cet institut parce qu'il avait lui-même en fait un de ces états qu'on appelle le Beauty Way, dont je vais vous parler aussi un peu plus tard, qui est un état de grande paix intérieure et de grande sensation d'être vivant, d'être extrêmement vivant, extrêmement paisible. Et Grant lui-même avait cet état depuis qu'il était né en fait. Il a eu ça toute sa vie et c'était normal pour lui de vivre dans cet état. Et puis à un moment donné, il l'a perdu, il s'est dit mince, mais comment est-ce que je peux retrouver cet état qui était tellement agréable, je me sentais tellement bien, comment ça se fait que j'avais ça et que maintenant je ne l'ai plus? Et c'est comme ça qu'il a commencé à étudier ce domaine. Et il s'est mis à étudier toutes les traditions spirituelles qu'il pouvait trouver à ce moment-là. Donc il vivait à cette époque en Amérique du Nord, donc il avait accès à pas mal de choses, que ce soit toutes les traditions spirituelles qui ont commencé à éclore à ce moment-là, à être diffusées en Occident, le côté chamanique, etc. Et il s'est rendu compte que toutes ces traditions différentes, en fait, reconnaissent des états différents et se focalisent généralement sur un seul état ou une catégorie d'états. Alors ça paraît peut-être un peu contre-intuitif pour nous les Occidentaux, mais si vous allez voir un chaman, par exemple, au fin fond d'une jungle, il va vous parler de certains états de connexion avec la nature, par exemple, et si vous allez voir un moine zen dans un temple en Birmanie, il va vous parler de quelque chose de complètement différent. Et pour eux, chacun de ces états est l'état ultime et ce qu'il faut atteindre. Pourtant, c'est des choses différentes. Et puis si vous allez voir des gens qui sont des chrétiens mystiques, qui pratiquent des exercices de connexion avec le divin, il va vous parler de quelque chose d'encore différent, etc., etc. Donc avant que notre institut existe, il y avait assez peu de psychologues qui sont intéressés au phénomène. Alors je vais mettre un petit peu de contexte sur tout ça. Il y a notamment Abraham Maslow, qui est assez connu pour la fameuse pyramide de Maslow, mais qui a aussi étudié ce phénomène de qu'est-ce qui se passe quand les gens sont le plus heureux. Et pour lui, le but du jeu, c'était vraiment de découvrir comment aider les gens à vivre le maximum de ce qu'ils pouvaient vivre en tant qu'être humain, la réalisation de soi-même, et il a appartenu à ce qu'on appelait le mouvement du potentiel humain. Il a notamment fondé la psychologie humaniste et la psychologie transpersonnelle. Je vais très vite, hein. Un autre psychologue qui est très proche de ce qu'on a fait au début, c'est Stanislas Grof. Donc Stanislas Grof, c'était un psychiatre dans les années 50. Il a commencé à étudier la thérapie par le LSD avant que ce soit interdit. Et il s'est rendu compte que toutes les personnes qui prenaient du LSD pouvaient raconter des choses il y avait une sorte de fil rouge, il y avait une sorte de point commun, il y avait des domaines dans lesquels on se retrouvait. Et lorsque ça a été interdit, il a émigré aux États-Unis et il a fondé ce qu'on appelle donc la psychologie transpersonnelle qui étudie ce domaine-là, qu'est-ce qui se passe quand on va au-delà de soi. Et il a notamment développé une technique de résolution des traumatismes qui s'appelle la respiration holotropique et qui permet d'accéder à ce domaine-là et qui permet aussi de vivre des expériences qui sont avant la naissance, de revenir avant notre naissance pour ressentir ce qui s'est passé à ce moment-là et débloquer certaines choses. Et ça, bien sûr, sans l'utilisation de drogues psychédéliques. Et encore avant, il y avait Carl Jung. J'imagine que la plupart d'entre vous ont entendu parler de lui plus ou moins. Donc, Carl Jung était un peu un iconoclaste à l'époque de la psychanalyse. Et pour lui, il y avait une sorte d'inconscient collectif qui regroupe tout le monde, qui transcende l'individualité de chaque être humain. Et il s'est mis à étudier différentes formes de spiritualité pour voir quel était le point commun et qu'est-ce qu'on pouvait explorer qui va au-delà de juste l'individu. Et il est assez connu aussi pour avoir décrit la psyché sous forme d'archétypes en interaction. Donc des archétypes, c'est différentes qualités en fait qui font partie de nous, comme s'il y avait différentes facettes, différentes personnalités à l'intérieur de nous. Bref, ce qu'on a surtout à retenir de tout ça, c'est que on a commencé à étudier des expériences qui étaient hors du commun. Et Maslow notamment a fait une observation très méthodique de ça, de ce qu'il appelait les expériences extraordinaires, les expériences paroxystiques, et il a remarqué que ça pouvait spontanément se manifester de différentes manières. Par exemple, dans un endroit qui est particulièrement beau, où tout d'un coup on se sent extrêmement bien, on sent que la beauté est partout. Ça pouvait se manifester pendant un effort physique intense, par exemple les sportifs de haut niveau peuvent vivre ça, ou alors quand on a escaladé une montagne, qu'on arrive au sommet de la montagne, on sent un sentiment extrêmement intense, etc., etc. Et puis en fait, pour toutes sortes de raisons, et puis même souvent pour aucune raison apparente. Parfois ça se manifeste vraiment spontanément, sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Groff, lui, observait que le modèle matérialiste de la psychiatrie au XXe siècle
souvent réduisait ce genre d'expérience à de la folie en fait. On dit ah oui les gens ont des hallucinations donc ils sont fous, ah oui les gens entendent des choses donc ils sont schizophrènes ou psychotiques, etc. Et s'est rendu compte que c'était extrêmement réducteur parce qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient vivre des expériences dites spirituelles ou mystiques et qui restaient totalement lucides, totalement fonctionnels et qui pouvaient être comme vous et moi totalement clairs dans leur esprit. Et il a donc décidé d'aller au-delà de la psychiatrie de l'époque et d'aider les gens qui vivaient ça, notamment à travers un réseau qui s'appelle les Spiritual Emergencies. Donc en français, on pourrait traduire ça par émergence ou urgence spirituelle. Donc pour toutes les personnes qui vivent ce genre d'expérience de manière spontanée et soudaine, on peut en fait les aider à intégrer ça dans leur vie et à se sentir bien, à se sentir normaux, même s'ils ont un état qui est très différent de ce qu'ils vivaient avant. Et à la même époque, donc dans les années 60, 70, 80, il y a beaucoup de gens en fait qui ont essayé de comprendre ce genre d'expériences et de les reproduire et d'acquérir, de réaliser une sorte de percée dans le fonctionnement de la conscience. Malheureusement, c'était assez peu concluant à cette époque de reproduire ces expériences de manière fiable, de manière sûre, de manière contrôlée, et aussi de les faire durer, parce qu'on ne comprenait pas vraiment pourquoi ça arrivait. On ne comprenait pas pourquoi est-ce que tout d'un coup une personne va vivre ça, alors qu'une autre personne qui fait le même processus vit quelque chose de différent. Et du coup, on doutait encore que ce soit quelque chose de normal, que ce soit quelque chose d'universel que tout le monde puisse vivre, ou que ce soit aussi potentiellement permanent. Maintenant, si on revient un peu plus récemment à l'époque moderne, plus récemment, on a pas mal de récits comme celui d'Eckhart Tolle qui décrivent comment ce genre d'états peuvent être acquis de manière permanente et continuer à se développer. Parce qu'Eckhart Tolle, il a vécu un jour une expérience transcendantale, on va dire, et ça s'est maintenu et ça se maintient depuis, je sais pas, 20 ou 30 ans. Et depuis 30 ans, il est dans cet état particulier. Et on a plein de récits comme ça, de gens qui vivent ça et pour qui c'est permanent et qui c'est intégré à leur être. Donc en vérité, ce qu'on a vraiment découvert, c'est que tous ces états qu'on a explorés peuvent être et sont censés être permanents. Ça veut dire que... Alors ça veut dire quoi permanent? Ça veut dire que quand vous vous couchez le soir et vous allez dormir, vous êtes dans cet état, et quand vous vous réveillez le matin, vous êtes encore dans cet état. Ça veut dire que si vous vivez un stress, si vous êtes occupé à quelque chose, vous êtes toujours dans cet état. Et quoi que vous fassiez, cet état est toujours là en vous. Et ça ne nécessite aucun effort, ça ne nécessite pas de maintenir cet état en faisant certaines techniques. C'est stable et c'est toujours présent. C'est comme si cet état devient sous-jacent, c'est-à-dire qu'il est toujours là par en dessous, quels que soient les autres états que vous vivez par ailleurs, ou les autres émotions que vous vivez par ailleurs. Alors je vous donne un exemple, on a un état qu'on appelle le bonheur sous-jacent, qui donne un sentiment de bonheur, qui devient l'état de base de la personne qui l'a. Ça veut dire que, quel que soit ce qui se passe, on a toujours ce sentiment de bonheur qui est en nous. Et on peut vivre ça même en vivant de la déprime, du stress ou de l'anxiété. Alors ça paraît paradoxal, mais le bonheur est toujours là, en dessous, juste là. Et vous pouvez imaginer que ça rend quand même les émotions difficiles comme la déprime ou le stress plus faciles à gérer, plus faciles à dépasser. Parce que même si on vit ça, en dessous, on a quand même un sentiment d'être heureux. Donc est-ce que vous imaginez à quel point ça peut totalement changer l'expérience humaine? Le problème, bien sûr, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes vivent ces états de manière permanente et certains seulement de manière temporaire, et encore lorsqu'ils ont la chance de les vivre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de gens vivent ce genre d'état de manière temporaire au moins une fois dans leur vie, mais peu de gens vivent ça de manière permanente. Pourquoi et comment ils font? Et est-ce qu'il surtout il y a un moyen d'acquérir cet état de manière permanente? Alors pour aller encore plus large, pour élargir encore plus le contexte, cette recherche, c'est une recherche qui a existé depuis toujours dans toutes les traditions et dans toutes les cultures humaines. Les êtres humains ont toujours recherché à se connecter à un plan de réalité différent, quel que soit ce qu'on met derrière ça. Par exemple, le chamanisme, c'est une des formes les plus anciennes de spiritualité. On sait que ça existait déjà il y a 50 000 ans, et ça existait partout sur le globe. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Eurasie, en Afrique, sous différentes formes, etc., etc. Ça existait un peu partout. Et puis en fait, toutes les formes de religion euh, ont essayé de développer quelque chose dans ce genre, d'aller au-delà de l'individualité humaine. Et au fil des millénaires, il y a beaucoup de formes de méditation, de prières qui ont été développées. Et chaque religion, depuis toujours, depuis l'origine et jusqu'à aujourd'hui, ont toute une branche mystique qui recherche une expérience directe,
du divin, quel que soit ce qu'elles mettent derrière le divin, parce que c'est un peu différent d'une religion à l'autre. On a même un vocabulaire qui permet de parler un peu du sujet. En français, on a le terme extase, par exemple, qui désigne un état où l'individu se ressent comme transporteur de lui-même. C'est caractérisé par un ravissement, une vision, une jouissance, une joie extrême. Et aujourd'hui, dans la société moderne, on a encore une autre manière d'explorer ça, euh, à travers ce qu'on va appeler les états modifiés de conscience, ou les états de conscience altérés. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui recherchent ce genre d'état et qui utilisent différentes techniques. Vous connaissez peut-être par exemple l'hypnose, la sophrologie, la méditation, ou d'autres techniques comme ça qui permettent d'explorer le fonctionnement de la conscience à l'intérieur des normes culturelles en vigueur. Même si on va forcément toujours un peu dépasser les normes culturelles, l'hypnose est un bon exemple. Donc en fait, ça a toujours fait partie de nous. Alors vous, est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans? Par exemple, vous, qu'est-ce que vous recherchez dans la vie? Qu'est-ce que c'est pour vous la définition du bonheur? Parce que chaque personne va le définir un peu différemment. Mais pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous avez le sentiment que, au fond de vous, vous êtes un peu à la recherche de l'extase? Est-ce que parfois vous vous demandez, ah, ce que je vis dans ma vie, est-ce que c'est tout ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'extra qui est là et que je pourrais vivre? Euh, Est-ce que votre expérience de la vie est totalement satisfaisante ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose en vous qui voudrait aller plus haut, plus loin? En fait, on pourrait en parler plus en détail, je pourrais le démontrer, mais chaque personne recherche plus ou moins consciemment un état d'être particulier. Chaque personne cherche à atteindre un état dans lequel elle serait totalement satisfaite et totalement heureuse. Seulement, chacun recherche un état un peu différent parce qu'on est tous des individus uniques. Donc, par rapport à tout ça, nous, on a mis en place un nouveau modèle qui, euh, qui va beaucoup plus loin que ce qu'on a fait dans le passé. Donc, dans les années 70 et 80 notamment, vous avez le mouvement du potentiel humain qui était centré aux États-Unis et qui cherchait vraiment à explorer l'étendue de ce potentiel et aussi d'unifier toutes les observations qu'on pouvait faire dans des modèles très différents, que ce soit la psychologie un peu plus classique, un peu plus rationnelle, euh, tout le champ du néo-chamanisme que les ethnologues ont commencé à rapporter, toutes les expériences psychédéliques avec la drogue dans les années 60 bien sûr, et vous avez aussi toutes les approches corps-esprit qui ont commencé à vraiment se développer à ce moment-là, avec le rolfing, avec la technique Alexander et plein d'autres choses. Vous aviez aussi un renouveau de la psychanalyse, de la spiritualité, etc., etc. Tout ça, on a essayé d'unifier, de comprendre comment tout ça fonctionnait. Mais on n'y est pas totalement arrivé à cette époque. Et voilà, les choses sont un peu évanouies, sont un peu transformées. Et vous avez quelque chose de différent qui a émergé, qui s'appelle le New Age, qui est une sorte de syncrétisme, de mélange un peu de tout ça, avec de bonnes choses à prendre parfois, et puis parfois des choses qui vont un peu dans tous les sens. Mais à cette époque, il y a un progrès fondamental qui a été accompli, c'est qu'on a compris comment fonctionnait le traumatisme, et on a vu la naissance de nombreuses formes de thérapie nouvelles, plus efficaces pour traiter les traumatismes. Donc vous avez toutes les thérapies psychocorporelles, donc celles qui passent par le corps pour agir sur l'esprit, toutes les thérapies qui reconnaissent que dans le corps, on a des blocages, on a des tensions et qu'on peut débloquer tout ça. Vous avez les thérapies par la respiration, comme le Rebirth par exemple, qui cible plus particulièrement le moment de la naissance. Vous avez des techniques comme le MDR, TIR, vous avez toute la famille de la psychologie énergétique dont fait partie l'EFT, les techniques de libération des émotions. Voilà, vous avez l'expérience somatique, vous avez les constellations familiales qui travaillent plus sur le rapport entre différents individus d'une famille, sur le système, etc., etc., etc. Et c'est à peu près à la même période que Grant, donc le fondateur de notre institut, a perdu son état de Beauty Way. Il avait 29 ans, il a vécu une période assez traumatisante, et il s'est mis à essayer toutes les techniques qui existaient à l'époque, et justement ça foisonnait. Et il fut surpris qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui fonctionnaient euh, pour retrouver cet état qu'il cherchait. Il y avait beaucoup de techniques qui fonctionnaient pour traiter des chocs émotionnels, des accidents qu'on avait pu vivre, ou des chocs dans l'enfance par exemple, mais retrouver un état complet et stable, euh, ça c'était pas très commun. Et encore plus dérangeant pour lui, c'est qu'il y avait très peu de gens finalement qui comprenaient de quoi il parlait. Même des gens dans les traditions religieuses ou mystiques, que ce soit des moines zen, des chamans, etc., c'était un peu difficile de trouver quelqu'un qui comprenait de quoi il s'agissait. Et finalement, à force de travail, il a finalement guéri lui-même une suite de traumatismes et il a récupéré son état qui est devenu permanent. Et c'est un peu la découverte de base de notre institut, c'est qu'on peut récupérer un état de haut niveau, qu'on l'ait déjà vécu ou pas,
en utilisant une technique de résolution des traumatismes. Alors traumatisme, c'est un terme un peu technique. Pour préciser, pour être plus concret, souvent les gens parlent plus facilement d'émotions négatives. Donc de la peur, de la tristesse, de la colère, de la frustration, euh, des instincts bloquants, etc. Voilà, tout ce qui est émotion négative, tout ce qui peut être aussi du domaine de la croyance, des croyances limitantes, des blocages qu'on a, etc. On va rassembler tout ça sous le terme de traumatisme, parce que tout ça vient de chocs qu'on a pu vivre à certains moments. Ok, donc je vais vous parler de différents états de haut niveau. On a un peu pour principe dans notre institut de comprendre et de caractériser différents états pour mieux pouvoir trouver comment les récupérer et comment les déclencher. Donc on a des catégories d'états qui sont un petit peu superficielles, c'est vrai, parce qu'au fond tout ça se rejoint, mais qui permettent de déterminer quels sont différents états et comment est-ce qu'on peut cibler et viser différents états différents. Alors j'ai commencé par les états de fusion. Je vais d'abord commencer par une définition. Donc déjà un état de conscience de haut niveau, c'est un état permanent qui peut être acquis indépendamment d'un autre état. Ça veut dire que peu importe dans quel état on se trouve ou ce qu'on a déjà vécu ou pas, on peut atteindre un état précis et l'obtenir de manière permanente. On peut les combiner et ces états ne sont pas hiérarchiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3. On peut vivre chaque état de manière différenciée. Un point important, c'est que ces états sont complètement normaux et complètement sains. Même si dans la plupart des gens dans notre société ne vivent pas forcément ce genre d'état, en fait, on est conçu, on est fait pour vivre ça. C'est vraiment intégré à notre être, seulement c'est bloqué par différentes choses. Mais acquérir ces états, c'est acquérir un niveau plus fonctionnel, en fait. On pourrait qualifier ça d'état hyper fonctionnel. Donc c'est intrinsèquement sain, positif et normal. Et de notre point de vue, c'est plutôt leur absence qui est anormale. Parce que c'est vraiment en nous, c'est vraiment notre droit de naissance. Un point important, c'est que ça ne demande pas forcément un travail long pendant des décennies, ça ne demande pas d'être quelqu'un de vertueux, ça ne demande pas d'avoir la foi ou même de la chance. Ce sont des états qui sont naturels. Naturels dans le sens où ça fait vraiment partie de nous et on peut avoir ça, même en ayant d'autres caractéristiques qui ne semblent pas vraiment en relation avec un état plus élevé. On peut par exemple vivre un état de conscience de haut niveau et puis être quelqu'un de pas particulièrement vertueux, d'être même quelqu'un d'un peu négatif, etc. On peut en avoir aussi sans s'en rendre compte, parce que certaines personnes ont la chance de naître avec ce genre d'état, et pour elles c'est complètement normal, et c'est complètement intégré, et elles n'ont pas l'impression d'être dans un état particulier. D'ailleurs, personne ne leur a jamais dit qu'il y avait différents états particuliers. Et selon l'état qu'elles vivent, ces personnes-là peuvent trouver les autres humains un peu bizarres, parce qu'ils ont des réactions différentes, parce qu'ils vivent des émotions différentes. Donc c'est possible de vivre ça et de ne pas s'en rendre compte, même si c'est relativement rare. Et un autre point important, c'est que ces états ne rendent pas parfaits. On peut vivre un état de grande paix intérieure et puis avoir différents problèmes émotionnels en même temps. Ok, donc je vais vous faire les états de fusion, je vais vous décrire plusieurs états comme ça, je vais le faire face caméra. Alors qu'est-ce que c'est que les états, ce qu'on appelle les états de fusion? On s'est rendu compte dans notre recherche que notre subconscient, notre inconscient, est composé de différentes parties qui correspondent à différentes fonctions organiques et différents niveaux d'intelligence dans notre être. Ça correspond à ce qu'on va appeler la théorie des trois cerveaux, du cerveau triunique. J'en ai déjà parlé avec certains d'entre vous, et peut-être que vous savez déjà que notre cerveau est composé de différentes couches qui ont différentes manières de penser, différents buts, différentes fonctions. Le cerveau le plus récent et le plus extérieur, c'est le cortex, qui est le cerveau analytique, pensant, qui peut faire de l'abstraction, qui gère le langage, qui est le cerveau plutôt de l'intellect, du mental. En dessous de ça, vous avez le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions et des relations avec les autres. Et encore en dessous, vous avez ce qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est le cerveau qui s'occupe du corps, de toutes les fonctions biologiques, de tout ce qui est instinctif et de la survie. Et on pourrait se dire que ces trois cerveaux sont censés bien fonctionner ensemble, seulement ce n'est pas toujours le cas. Observez quelqu'un, par exemple, qui a un conflit intérieur entre sa partie émotionnelle qui veut quelque chose et sa partie rationnelle qui dit autre chose. Bon, je n'élabore pas plus sur ça, les thérapeutes connaissent bien le sujet.
Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plus que 3 cerveaux et que ces différentes parties, il y en a 7, euh, sont plus ou moins fusionnées, plus ou moins séparées. Parce que certains chocs empêchent ces parties de nous de vraiment fusionner comme elles devraient le faire. Donc on a plusieurs cerveaux en fait qui correspondent à ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente selon là où on se place dans notre corps. Par exemple, si vous vous mettez dans votre tête et que vous expérimentez toute votre vie à partir de votre tête, vous avez un point de vue particulier, un point de vue peut-être plus rationnel. Les gens qui se placent plutôt au niveau du cœur et qui expérimentent tout à partir du cœur vont être euh, souvent plus sensibles aux relations, plus sensibles aux émotions, perçoivent beaucoup de choses de manière émotionnelle. Et les gens qui ont tendance à être tout le temps dans leur ventre sont plutôt des instinctifs qui vont être très terre à terre, très concrets, et qui vont être plutôt dans un rapport instinctif et plus direct aux choses. Alors bien sûr, on a ces 3 parties de nous. Seulement quand on utilise juste une de ces parties, c'est dommage, on n'a pas accès à toutes les capacités qu'on a en nous. Donc les états de fusion, ce sont des états dans lesquels ces différentes parties fusionnent complètement, dans lesquels il n'y a plus d'opposition ou de conflit entre ces parties-là. Donc vous avez par exemple l'état de paix intérieure. La paix intérieure, c'est un état dans lequel euh, on ne ressent plus au présent les émotions du passé. C'est-à-dire que si vous avez des souvenirs négatifs, si vous avez vécu des choses négatives dans votre vie, eh bien c'est dans le passé et vous ne les percevez plus au présent. Alors c'est assez étonnant parce que quand on acquiert cet état, on change de point de vue carrément sur le passé. Euh, pour vous relater mon expérience personnelle, par exemple, quand j'ai découvert ça, avant mon passé me semblait relativement moyen, pas mal de points négatifs, pas mal de points noirs. Je me disais oui, bon, c'était plus ou moins agréable, mais il y avait aussi pas mal de négatifs dans mon passé. Comme la plupart des êtres humains, hein, bien sûr. Et puis, avec la paix intérieure, tout ça devient complètement neutre, en fait, complètement léger. On est vraiment au présent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je regarde mon passé, je me dis, ben non, c'était cool, c'était bien, tout s'est bien passé. Je sais consciemment qu'il y a eu des moments plus négatifs, mais je ne les perçois plus au présent. Ce qui fait que je suis toujours émotionnellement dans le présent. Et je ne suis pas en train de réagir par rapport à ce qui s'est passé à d'autres moments. C'est un état qui est extrêmement agréable et extrêmement pratique parce que quand on est au présent, eh bien, on vit les choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement. Alors évidemment, quand on vit un choc émotionnel au présent ou un grand stress, on vit ce stress complètement parce qu'on le vit au présent. Mais une fois que c'est passé et on revient vers l'état de calme et de paix intérieure. Je vous donne un exemple. Imaginons que quelqu'un se dispute avec son patron, que ça se passe vraiment mal et puis qu'il sort du bureau assez fâché et en colère et déçu. Et toute la journée, cette personne va ruminer ce qui s'est passé, elle va se dire: «Ah, j'aurais dû dire ça à tel moment», et elle va continuer à être en colère. Ça va durer jusqu'au soir, peut-être même le lendemain. Ok. Quelqu'un qui est en paix intérieure va avoir tendance à être en colère, bien sûr, sur le moment, mais une fois que c'est passé, 10 minutes après, c'est dans le passé, donc on ne ressent plus ça vraiment émotionnellement au présent. Ce qui rend quand même les choses beaucoup plus faciles. On revient toujours à un état de calme et de paix intérieure. Cet état, on l'acquiert quand le cerveau du mental, le cerveau de la tête et le cerveau du cœur fusionnent et sont complètement unis. Ce qui fait qu'il n'y a pas non plus d'opposition entre le rationnel et l'émotionnel. Et quand on prend une décision, par exemple, à partir de cet état, c'est beaucoup plus facile parce que on prend cette décision de manière à la fois satisfaisante émotionnellement et rationnellement. Un autre état de fusion, c'est le bonheur sous-jacent que je vous ai déjà évoqué, qui correspond à la fusion du cœur avec le cerveau du ventre, le cerveau du corps. Dans cet état, il y a toujours une sensation de bonheur qui est présente en permanence. Euh, Ce qui n'empêche pas de vivre d'autres émotions par-dessus, aussi bien négatives que positives, mais en même temps, il y a toujours cette impression d'être heureux, d'être content, d'être satisfait. Alors, bien sûr, il faut mettre un peu de nuance dans tout ça, parce que état de bonheur, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On a juste pris le mot bonheur parce que c'était le mot qui reflétait le plus la sensation que les gens vivent, mais ça ne veut pas forcément dire être heureux. Parce que être heureux, c'est une définition personnelle et euh, chacun va avoir sa manière à lui d'être heureux. Et paradoxalement, on peut vivre cet état de bonheur et ne pas être totalement heureux en même temps. On a juste la sensation d'être bien, d'être heureux, et en même temps, on n'est pas totalement satisfait, on veut changer des choses, ce qui est totalement normal et totalement humain. Mais ça rend quand même la vie plus facile, et ça rend plus facile de vivre les moments difficiles. Évidemment, quand vous combinez les deux états, c'est encore plus facile parce que vous êtes toujours dans le présent émotionnellement, et dans le présent, il y a toujours du bonheur. Voilà. Euh, il y a d'autres états de fusion parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs autres parties qui sont impliquées.
vous avez un état dans lequel tout le corps devient extrêmement léger, comme s'il n'y avait plus de densité ou de lourdeur, mais juste de la légèreté, comme si le corps était aérien. Et cet état se caractérise par euh, beaucoup moins de souffrance émotionnelle. On vit les émotions de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus légère. Un autre état encore, pour compléter dans ce domaine-là, c'est un état qu'on va appeler être complet, dans lequel on se sent complètement entier, complètement complet, comme si rien ne manquait, comme si on n'a pas besoin d'être accompagné, on n'a pas besoin des autres, on n'a pas besoin de compagnons, euh, même si c'est agréable, il n'y a pas ce manque, ce besoin qu'on doit combler. On se sent juste bien avec soi-même et on se sent complet. Et les gens qui ont cet état me décrivent souvent la sensation qu'ils ne sont jamais seuls, comme s'ils avaient l'impression d'être tout le temps accompagnés. C'est juste une sensation et ça rend la vie quand même extrêmement plus agréable. Voilà pour les états de fusion qui correspondent à la fusion de ces différentes parties de soi. Euh, Quelque chose qui est assez agréable aussi, c'est que ça facilite beaucoup les relations avec les autres, parce qu'on a beaucoup moins de conflits entre soi et soi-même. Quand on a différentes parties de soi-même qui veulent des choses différentes, avant il y a du conflit, il y a de l'opposition, il y a de la frustration, etc. Là, il y a juste de la fluidité et c'est beaucoup plus facile. Voilà, moi personnellement, je ne vis pas ça à 100%, mais ça change complètement la vie parce que ça apporte une qualité de vie, ça apporte une qualité de vie vraiment supérieure, quel que soit ce que je vis par ailleurs dans ma vie. Euh, à l'intérieur, je suis paisible et je suis bien. Donc, euh, ça facilite vraiment les choses et ça permet de mieux apprécier aussi certaines choses. Voilà. Maintenant, on peut aller sur les états un peu plus spirituels. Donc, je vais remettre le PowerPoint. Alors, on a établi cette catégorie, même si c'est un petit peu artificiel, pour rassembler des états qui ont des caractéristiques communes. Donc, ce qu'on appelle les états spirituels, ce sont plutôt des états dans lesquels on dirige la conscience vers au-delà du corps, en dehors du corps, comme si on allait plus vers l'extérieur ou plus vers le haut, par exemple. Et c'est souvent des états qui sont justement euh, les états recherchés dans les traditions spirituelles, notamment occidentales. On s'est rendu compte qu'il existe comme une autre forme de réalité, un autre plan d'existence, euh, qu'on a décidé d'appeler le créateur, parce que quand on va dans ce plan d'existence, on a l'impression que c'est à partir de là que notre conscience est créée. Et dans ce plan de conscience, on a le sentiment d'être comme si on planait dans une lumière blanche, infinie et intense, qui crée un sentiment extrêmement paisible et extrêmement agréable. Euh, et on a vraiment cette qualité de conscience, d'être conscient des choses quand on est complètement connecté à ça. Il y a plusieurs états qui correspondent à ce plan de conscience. Vous avez un état qu'on appelle la lumière du créateur. Alors je sais que le nom fait un peu, un peu bizarre, mais en même temps c'est extrêmement concret. Donc en anglais c'est Creator Light. Quand on a cet état, on a le sentiment d'être dans une colonne de lumière blanche, parfois dorée, mais la plupart du temps elle est blanche. Comme s'il y avait de la lumière qui descend sur nous, qui traverse notre corps, et qui s'étend un peu au-delà du corps aussi, avec un sentiment d'acceptation inconditionnelle. Comme si on peut tout accepter, on n'a plus de résistance par rapport aux choses telles qu'elles sont ou aux choses qui se passent. Euh, Et on se sent connecté à une dimension spirituelle supérieure. Alors bien sûr, spirituel, c'est une définition par rapport à un état où on n'est pas connecté à ça. Mais quand on est connecté, on a un sentiment d'avoir plus de conscience qui est disponible. Si on va encore plus loin, on a un autre état qu'on appelle conscience du créateur, donc en anglais Creator Awareness, où on est complètement en fusion avec cette dimension, qui donne un sentiment extrêmement fort de béatitude, d'acceptation totale, et d'être complètement béni dans cette lumière blanche, immaculée. Il y a des gens qui m'ont dit, pour moi, dans cet état, j'ai l'impression d'être la lumière. Et ce plan de conscience, c'est aussi des qualités qu'on expérimente comme des qualités d'omniscience, d'omnipotence, d'omniprésence, comme si c'était complètement infini, complètement partout. Alors, ce sont des sensations, ce sont des impressions que c'est complètement omnipotent et omniprésent. Ça ne veut pas dire que ça l'est dans la réalité. Peut-être que si, je ne sais pas. En tout cas, c'est la qualité qu'on expérimente quand on est dans cet état-là. Alors, il y a d'autres états qui sont liés aussi à ce domaine spirituel, entre guillemets. Vous avez un état qui s'appelle Being Present, donc en français être présent, et qui donne la capacité d'être complètement présent, d'être totalement là, totalement présent tout le temps. Notre attention est tout le temps dirigée à la fois vers l'intérieur de nous-mêmes et l'extérieur de nous-mêmes en même temps. Il n'y a plus de différence entre les deux. Donc on n'est jamais dans la lune, dans une rêverie, on est tout le temps présent et ça réduit beaucoup la souffrance émotionnelle. C'est beaucoup plus facile de vivre des émotions à partir de cet état-là. Et pour les thérapeutes, évidemment, je pense que vous pouvez imaginer à quel point ça rend la thérapie beaucoup plus facile parce qu'on est toujours
totalement présent à la personne avec qui on est. Et ça rend aussi toutes les relations humaines plus agréables. Voilà, vous avez plein d'autres états, donc je ne vais pas tous les faire. Vous avez un état dans lequel on est par exemple complètement connecté à son chemin de vie, l'impression qu'on est toujours au bon endroit au bon moment, qui donne un sentiment d'euphorie. Vous avez la joie, bien sûr, c'est un sentiment que la plupart des gens connaissent, mais on peut vivre la joie de manière extrêmement intense et extrêmement permanente, en fait, continue. Vous avez différents états qui sont liés à des sensations d'amour, à la sensation d'avoir un amour extrêmement fort pour tout le monde, un état dans lequel la conscience semble s'étendre en dehors du corps, etc., etc. Voilà. Vous avez une autre catégorie d'états qu'on appelle les états chamaniques. Alors, encore une fois, cette distinction est un peu artificielle, hein, mais concrètement, ces états vont plutôt avoir tendance à diriger notre conscience en dedans de notre corps et en lien avec la nature concrète, avec les plantes, avec notre environnement, avec ce qui est autour de nous. Et ce sont des états qui sont recherchés, bien sûr, dans les traditions chamaniques. En fait, les chamans ne sont pas juste des gens qui sont dans l'illusion, qui ont un système de croyance, mais vraiment qui ressentent, qui vivent des choses plus connectées, qui ont la capacité vraiment d'interagir avec le monde naturel de manière plus forte. Et tous ces états se basent sur une connexion avec une forme de conscience supérieure qui rassemble toute la vie. Ce qu'on a découvert, c'est que cette conscience, cette forme de conscience, elle rassemble toutes les formes de vie, comme s'il y avait vraiment une sorte d'inconscient collectif, comme le disait Jung, qui rassemble non seulement tous les êtres humains, mais aussi toute la vie. On a décidé d'appeler ça Gaïa, parce que ce terme-là est facilement compréhensible et reconnaissable par la plupart des gens. Quand on dit Gaïa, on sait à peu près de quoi on parle. Et puis aussi, c'est un terme qui est utilisé par les scientifiques, notamment par les météorologues et les planétologues, les gens qui étudient vraiment le fonctionnement de la planète, et tous les biologistes ont ce terme de Gaïa pour désigner le fait que la vie sur Terre fonctionne de manière qui est vraiment très intelligente, et que c'est comme si la planète avait créé les conditions pour qu'il y ait de la vie sur Terre. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le fait que notre atmosphère soit composée en grande partie d'oxygène, par exemple, c'est quelque chose qui a été mis en place par la vie, par certaines bactéries qui étaient là il y a quelques milliards d'années. Donc c'est comme si l'écosystème global de la planète est, entre guillemets, vivant et intelligent et continue à se développer de lui-même. Donc on a décidé d'utiliser ce terme-là parce que ça cadre bien avec ce qu'on a découvert. Alors quand on est complètement connecté à ça, à Gaïa, ça donne accès à beaucoup plus d'intuition. Les chamans utilisent ça pour augmenter leur capacité de survie dans un environnement hostile, par exemple. On a accès à des capacités de guérison supérieures, notre corps guérit plus vite, nos émotions peuvent être apaisées plus facilement, on a la capacité d'avoir plus de prospérité dans le sens où c'est comme si la vie nous guidait pour aller là où on va avoir le maximum d'impact, on peut recevoir et donner le maximum. Donc il y a différents états qui sont liés à ce domaine-là. Vous en avez un qui s'appelle communication avec Gaïa. Donc qu'est-ce que c'est que cet état? Ça donne accès à beaucoup plus d'intuition. Comme si, de manière extrêmement précise et directe, venait à nous sous forme d'images, de sons, de sensations, ou même l'impression de connaître directement certaines choses. Ce qui est très utile pour les activités chamaniques. Par exemple, quelqu'un qui est dans cet état et qui rencontre une autre personne va avoir le sentiment de connaître beaucoup de choses à propos de cette personne-là, sans même lui avoir parlé. Par exemple. Vous avez un autre état qui est être une autre forme de vie. Dans cet état, on a la capacité de faire l'expérience d'être un animal ou un végétal ou un minéral. Vous avez des gens, par exemple, qui pratiquent ce genre de méditation et nos sens changent. On peut vraiment avoir une perception d'équilibre différente, une vue différente, une ouïe différente. C'est assez étonnant. Et il y a beaucoup de chamans qui utilisent ça. Vous avez toutes ces histoires traditionnelles de chamans qui se transforment en ours, en corbeaux, etc. Et ça leur permet de faire le travail chamanique. Vous avez encore d'autres états, il y en a plein. Hein. Il y en a un qui est extrêmement important et extrêmement profond, qu'on appelle sacred beings, donc les êtres sacrés, on a traduit ça comme ça, dans lequel les différents cerveaux dont je vous parlais tout à l'heure accèdent à une réalité complètement différente, qui donne un fort sentiment d'être sacré. C'est ce que les gens décrivent, comme si tout était sacré. Et ça donne à des capacités chamaniques encore plus profondes, notamment de guérison. Ok, maintenant on peut parler encore d'autres états, même si on pourrait parler beaucoup de temps à parler de ces états spirituels et de ces états chamaniques. L'idée c'est simplement de vous donner un premier aperçu. Et puis vous avez peut-être entendu parler de beaucoup de gens qui recherchent ce qu'on va appeler l'éveil ou l'illumination.
C'est quelque chose dont moi j'avais aucune conscience il y a encore quelques années, mais voilà, en fréquentant le milieu de la thérapie et du développement personnel, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à parler de ça. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent, même dans notre société occidentale, et même chez les gens qui sont qui ne suivent pas de religion précise. Alors qu'est-ce que ça veut dire, l'illumination ou l'éveil? Pour beaucoup de gens, en fait, c'est le but ultime de la spiritualité. C'est une sorte de libération totale de l'humain, de la conscience. Le problème, c'est que si vous êtes attentif vraiment à ce que disent les textes, les vieux textes spirituels sur le sujet, ou les auteurs contemporains, en fait, chacun d'entre eux donne une définition qui est un peu différente. Et si vous regardez différentes traditions qui parlent de ce genre de choses, et bien en fait, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de définition précise sur laquelle tout le monde est d'accord. Chacun va donner une description différente. Donc, nous, dans notre institut, notre but, c'est d'étudier ce genre de phénomène d'une manière la plus objective possible. Donc, on ne va pas parler forcément d'illumination, mais on va définir ça comme un état de conscience. On va se demander qu'est-ce que c'est que les gens qui sont, entre guillemets, illuminés ou éveillés, vivent dans leur conscience, comment fonctionne leur conscience à ce moment-là. Et est-ce qu'il y a une correspondance avec certains des états qu'on connaît ou qu'on peut découvrir comme ça? Parce que si vous êtes vraiment attentif à différents auteurs ou différents maîtres, différents gourous, euh, on peut dire que certains sont éveillés ou pas éveillés, il peut y avoir beaucoup de débats sur le sujet, lequel est vraiment un maître authentique. Nous, la question qu'on se pose, c'est pas ça, la question c'est plutôt dans quel état de conscience est-ce qu'ils vivent précisément. Et est-ce qu'ils vivent tous dans le même état de conscience et qu'ils en parlent différemment? Ou est-ce qu'ils vivent des états différents mais qu'ils pensent que c'est le même? Alors là, comment est-ce que ça fonctionne vraiment, tout ça? Alors il y a plusieurs possibilités, c'est vraiment un domaine encore très expérimental, mais vous avez un état dont on a déjà parlé qui s'appelle le Beauty Way, qu'on peut aussi appeler Aliveness. Donc en français, on a décidé d'appeler ça beauté fondamentale. Euh, c'est à la fois un état spirituel et chamanique dans le sens où il est recherché par plein de traditions différentes. Dans cet état, tout devient extrêmement vivant et extrêmement beau, comme si tout ce qu'on perçoit est positif. Les gens qui sont dans cet état me disent même les poubelles, même des ordures, des détritus, je trouve ça beau. Et tout ce qu'ils perçoivent est plus lumineux, plus beau. Dans cet état, il y a aussi une absence de souffrance par rapport au passé. Les gens sont complètement dans le présent émotionnellement et ils ont une connexion avec différents plans de réalité, que ce soit le créateur ou Gaïa, en fait un petit peu des deux. Ils sont complètement présents et souvent ça donne le sentiment d'être comme un enfant en vacances. Vous savez, une sorte d'insouciance et de joie qui est très simple. Et en particulier, les gens qui sont dans cet état adorent être en pleine nature. Et la nature devient beaucoup plus extatique. C'est extrêmement agréable pour eux d'être dans la nature. Alors, une autre caractéristique, c'est d'avoir un silence mental qui est complet, comme si les gens, même s'ils entendent les sons autour d'eux, à l'intérieur d'eux, entendent un silence très profond et très agréable. Ça donne aussi une certaine connaissance spirituelle intrinsèque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est, entre guillemets, tout ce à quoi on pourrait donner le label de connaissance spirituelle, pour ces personnes-là, c'est évident. Quand ils écoutent un autre maître parler, ils ne disent pas «Ah, oh, c'est extraordinaire, c'est nouveau, c'est révolutionnaire». Ils disent «Bah non, c'est normal, c'est évident, c'est normal, quoi». Voilà. Euh, et aussi, ce qu'on pourrait appeler l'ego est drastiquement diminué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de conflits, il y a beaucoup moins de sentiments euh, de problèmes d'estime de soi ou de supériorité, au contraire. On a quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus authentique. Donc cet état est souvent décrit comme l'éveil dans certaines traditions. Bon, en tout cas, c'est peut-être un état qui correspond à ça. Mais ce n'est pas le seul. Vous avez un autre état qu'on a découvert et qu'en anglais on appelle I am. En français, on pourrait dire existence fondamentale. I am, ça veut dire je suis. Dans cet état, on a le sentiment de ne faire qu'un avec l'univers tout entier, comme si on est l'univers et tout ce qui existe en même temps. C'est extrêmement intense, extrêmement extatique pour les personnes qui vivent ça. Alors, est-ce que c'est l'éveil? Je n'en sais rien. Alors, il y a encore un autre état qui pourrait être un bon candidat, qu'on appelle self-neutralization, donc neutralisation du soi. Dans cet état, il y a une disparition complète de ce qu'on va appeler l'ego, une fusion complète avec Gaïa et avec la conscience humaine. Comme si on était connecté à tous les autres êtres humains et que tous les autres êtres humains sont un peu nous aussi. C'est un état qui est extrêmement rare et dans lequel les traumatismes, notamment, n'ont plus vraiment d'influence sur la vie de la personne. Elle est complètement au présent et complètement libérée de tout ça.
Et cet état souvent s'accompagne d'autres états de conscience de haut niveau. Euh, voilà, donc ça c'est quelque chose encore très rare, hein. Voilà, à nouveau, quand je vous dis on a découvert ça ou nous connaissons ça, c'est pas moi personnellement, c'est vraiment dans l'institut qu'on a expérimenté ça, et ce sont des états sur lesquels on travaille. Voilà. Il y a encore d'autres états de haut niveau qui peuvent être importants de mentionner. Euh, vous en avez un qu'on appelle le silence mental, donc silent mind, dans lequel tout dialogue mental involontaire cesse. Euh, et ça donne un sentiment d'être complètement en silence et aussi léger. C'est un état qui est extrêmement agréable dans le sens où ça élimine beaucoup d'autocritique, de jugement, de négativité à l'intérieur de nous. On est beaucoup plus calme et silencieux. Et ça élimine aussi un blocage fondamental de l'être humain qu'on a découvert, qu'on appelle le blocage tribal. Euh, Ce blocage tribal, c'est une sorte de sensation de devoir se conformer à une certaine culture. C'est comme ça qu'on fait dans la famille, c'est comme ça qu'on fait dans notre pays, c'est comme ça et pas autrement. Certaines loyautés, par exemple, peuvent être liées à ça. C'est un blocage qui essaie de nous maintenir en fait dans l'environnement dans lequel on a grandi et qui ferme la porte, malheureusement, à d'autres expériences. Et ça a tendance à fermer la porte à toutes les expériences extrêmement fortes et extrêmement agréables, juste parce que c'est en dehors de notre cadre culturel. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cet état de silence mental élimine complètement ce blocage tribal, ce qui facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, tout travail de développement personnel, et notamment le travail sur les états de haut niveau. Alors, un point important, c'est que cet état ne stoppe pas le monologue volontaire, c'est-à-dire que ça élimine toutes les pensées parasites, toutes les pensées involontaires, cette sorte de bruit mental qu'on a plus ou moins fort, mais on peut continuer, bien sûr, à se parler à soi-même, à penser. On ne devient pas complètement lobotomisé. Au contraire, les pensées sont souvent beaucoup plus claires et beaucoup plus directes. Vous avez un autre état dont je voulais parler un petit peu, qu'on appelle optimal relationship, donc relation optimale, qui est un état qui peut être très très important pour le bonheur humain, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ça, pas tous, mais beaucoup de gens recherchent euh, d'avoir une vie de couple extrêmement épanouissante, extrêmement satisfaisante. Dans cet état, la relation amoureuse devient, entre guillemets, idéale et c'est permanent. Alors, ça se caractérise par la sensation d'être les meilleurs amis, comme si on était vraiment fait pour se connaître et pour vivre ensemble. Dans cet état, il y a une fascination continue pour la personne avec qui on est. On a toujours une forte intimité physique et émotionnelle, même en étant très âgé. Il y a toujours une attraction sexuelle, c'est constant, il n'y a jamais de blocage à ce niveau-là. Les gens qui vivent ça sont souvent des gens qui ont extrêmement peu de conflits, extrêmement peu de disputes, ils sont toujours bien ensemble, et ils n'ont pas forcément besoin d'être seuls, ils n'ont pas besoin de passer du temps seuls pour se recharger. Il y a un sentiment de support, de soutien qui est toujours présent, comme si le partenaire était toujours présent avec nous, même quand on est éloigné. Et une acceptation inconditionnelle de l'autre, on l'aime comme il est, sans vouloir le changer, sans jugement, sans frustration par rapport à ça. Et ça donne aussi un sentiment d'optimisme par rapport au futur. On y va ensemble, on est bien ensemble, tout va bien, on apprécie plus le présent, et aussi un sentiment de jeunesse. Comme si ensemble on était tout le temps jeunes et bien. Vous savez, c'est un peu comme certaines personnes euh, qui ont vécu une séparation, qui ont été seules pendant un moment, et puis tout d'un coup retrouvent quelqu'un, et qui ont l'impression d'être comme deux adolescents, d'être en complète, pas en complète fusion, mais en tout cas en complète passion. Voilà, cette étape peut donner un peu ça, mais d'une manière très positive et très légère en même temps. Vous imaginez, si on rassemble toutes ces caractéristiques, ça donne quelque chose d'extrêmement agréable. Cet état est extrêmement rare, c'est extrêmement rare d'avoir l'état complet et permanent, mais il y a beaucoup de couples qui essaient de tendre vers ça en tout cas. Voilà. Alors il y a plein d'autres états de haut niveau, je ne peux pas tous les faire parce qu'on en a découvert une bonne soixantaine. Vous avez un état par exemple qui s'appelle le sommeil minimal, dans lequel le besoin de sommeil est drastiquement réduit. Les gens qui vivent cet état complet peuvent dormir entre 3 et 4 heures par nuit et être complètement régénérés. Vous avez un état qui permet d'accéder aux vies antérieures, c'est-à-dire l'impression d'avoir une personnalité ou une identité qui transcende le temps et qui permet d'accéder à des choses du passé. Vous avez un état qui s'appelle l'état d'archétype masculin ou féminin. On a l'impression d'incarner vraiment ce que c'est que d'être un homme ou d'être une femme de manière assez profonde et assez complète, qui est recherchée par exemple dans le tantra. Vous avez un autre domaine spirituel qu'on appelle le vide,
Euh, il y a un état particulier qui donne la sensation d'être connecté à ce vide. Je ne vous en parle pas en détail. Vous avez un état de gratitude extrêmement forte. Vous avez un état qui modifie le fonctionnement du corps aussi, qui donne une immunité très forte par rapport aux bactéries, par exemple, etc., etc., etc. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour l'instant. Je vais faire un petit point avec vous. Ok, bon, donc on a déjà vu beaucoup de choses ensemble. Je suis en train de refilmer donc, cette conférence. Pendant la conférence en live, il y avait beaucoup de gens qui me posaient des questions, qui me demandaient des détails. Donc je vais parler un peu de tout ça maintenant et aussi vous parler un peu de ma propre expérience à moi. Parce que ça fait presque 4 ans que je suis dans ce domaine-là. Voilà, donc j'avais quelqu'un qui me disait, oui, je vis très souvent différents états de conscience de haut niveau dans ce que tu as décrit, seulement je n'arrive pas à faire en sorte que ça demeure permanent. Je vis souvent un crash lorsque je retourne à la réalité. Donc effectivement, le problème c'est que certaines circonstances qui sont extrêmement positives, extrêmement porteuses, peuvent déclencher ce genre d'état de conscience différent, extrêmement agréable, euh, mais cet état n'est pas complètement intégré à notre être, et quand on revient dans l'environnement euh, dans lequel on a l'habitude d'être, eh bien cet état disparaît comme s'il était éteint. Et effectivement, c'est un problème sur lequel on travaille parce que le blocage qui bloque cet état est toujours présent. Et donc on ne l'a pas de manière permanente, on peut seulement le vivre de manière temporaire. Et ça arrive beaucoup dans le monde du développement personnel, tout simplement, quand on va faire une formation ou un stage et que tout est agréable, que tout est intéressant, qu'on vit des expériences très fortes avec les autres. Comment est-ce qu'on ramène ça dans la réalité? Euh, Effectivement, ce genre, c'est vraiment un des gros problèmes du développement personnel, parce que beaucoup de formateurs vont chercher à créer ça, à induire ce genre d'état, une sorte d'enthousiasme, et puis quelques jours après, bah, ça tendance à partir. Donc la solution pour ça, bah, c'est nous, on recommande de suivre notre modèle à nous, et je vous parlerai un peu plus tard de comment on pratique, euh, pour éliminer tous les blocages qui font que cet état n'est pas permanent. Voilà, Christophe demandait comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser en thérapie, est-ce que c'est possible? Alors oui et non. Euh, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a des gens qui veulent régler un problème et qui veulent éliminer une souffrance, et là, ce qu'on fait, c'est de la thérapie. Et puis il y a des gens qui veulent atteindre quelque chose de différent, atteindre un état plus agréable, atteindre une qualité de vie supérieure. Le problème, c'est que souvent, de leur donner cette qualité de vie supérieure ne règle pas le problème. Le problème est toujours là. Alors même si ça facilite de vivre le problème, parce qu'on le vit différemment, bah, si le problème est toujours là, on n'est pas complètement satisfait. Donc c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce que les gens recherchent. Et surtout, mon travail à moi pour aider les gens dans ce domaine-là, la première chose, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, de quoi ils ont besoin exactement. Parce que les gens peuvent dire, ah oui, ce que je veux, c'est vivre un état de conscience extrêmement agréable, alors qu'en fait, ce qu'ils recherchent, c'est ne plus vivre une souffrance qui est en eux et dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Donc en thérapie, la plupart du temps, on va plutôt faire un travail thérapeutique ciblé. Néanmoins, certains états sont quand même aussi utiles. Euh, Vous avez le silence mental, par exemple, qui est un état qui élimine beaucoup de critiques intérieures et beaucoup de dialogues négatifs. Et en thérapie, on trouve assez souvent ce problème. Une fois qu'on sait le repérer, on se rend compte que je dirais à peu près 50% des gens qui viennent me voir en thérapie ont ce problème qui est actif, c'est-à-dire qu'il y a des blocages qui les empêchent d'atteindre leur objectif, qui sont des blocages qui ne sont pas purement émotionnels, qui sont vraiment liés à un conditionnement culturel et à un conditionnement de c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Avec souvent des pensées négatives qui disent c'est impossible, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vivre ça, ou je n'ai pas le droit de vivre ça, etc. Le silence mental, ça élimine tout ça et ça élimine le blocage tribal, donc ça permet beaucoup plus facilement d'avancer. Des fois, rien que de faire ça, ça suffit à débloquer pas mal de choses. En thérapie, un état qui est aussi utile, c'est la paix intérieure, parce qu'évidemment, ça met toutes les émotions négatives du passé dans le passé. Donc au présent, on vit juste ce qui est actif dans le présent. Et si notre situation présente est bonne, et calme et positive, bien on devient calme et positif. On n'est plus activé par par tous les traumatismes qu'on a pu vivre avant. Donc c'est un état qui peut être extrêmement important, extrêmement utile. Je pense notamment aux personnes qui ont vécu des traumatismes complexes et qui ont beaucoup de traumatismes dans leur passé, des traumatismes lourds, de la maltraitance, des abus, etc. C'est aussi très utile pour les personnes qui ont vécu des catastrophes naturelles, des situations de guerre ou de conflits violents, etc. Et pour toutes les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, même si la thérapie doit agir précisément sur le stress post-traumatique, on peut en plus leur donner cet état qui va quand même
clarifier les choses. On peut faire les deux en conjonction. Voilà, c'est un peu l'exception, et de toute manière, ces états sont c'est extrêmement facile de s'adapter à ces états-là. C'est assez simple, une fois qu'on est dedans, ben, on s'y habitue vraiment très vite. Donc c'est des états qu'on peut utiliser en thérapie. Voilà. Il y a d'autres mécanismes aussi dont je parlerai un peu plus tard. Ok, qu'est-ce qu'on me disait d'autre? Voilà, qu'on me demandait comment fonctionne le cerveau triunique. Donc comme je disais, on a ces différentes parties qui fonctionnent en nous et qui sont censées fusionner à un moment donné, mais le problème c'est que ça ne fusionne pas toujours de la bonne manière. Je vais vous expliquer pourquoi, je voulais juste voir s'il y avait d'autres questions avant d'aller plus loin. Voilà, donc on me demandait quelle était mon expérience à moi, je vais en parler. Euh, Quelqu'un me disait, j'ai du mal à imaginer comment vivre ce genre d'état permanent tout en restant en harmonie avec notre société, notre culture en même temps. Effectivement, c'est un des enjeux parce que quand on change vraiment d'état de conscience et qu'on vit beaucoup mieux, ça change forcément notre manière d'être et ça peut changer aussi beaucoup nos relations. Alors, c'est une question d'adaptation parce qu'on ne va pas forcément avoir envie de devenir un moine ou un ermite et d'aller vivre dans la forêt tout seul. Au contraire, le but du jeu, c'est plutôt d'avoir ce qu'on va appeler une spiritualité fonctionnelle, dans le sens où on est mieux avec les autres et on est mieux dans le monde. On vit mieux dans le monde, on n'a pas besoin de se retirer du monde. Donc c'est une question d'adaptation en fait, de trouver comment être soi-même avec ce nouvel état, tout en gardant un bon rapport avec les autres, avec ce qu'on a à faire, avec nos obligations matérielles, etc. Et on peut tout à fait le faire, c'est vraiment juste une question d'adaptation. Euh, je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est sûr que d'éliminer le blocage tribal, c'est extrêmement important parce que ça va créer beaucoup de conflits en nous si on a ça, par rapport à notre culture. Mais concrètement, on peut vivre ce genre d'état et être totalement fonctionnel et trouver comment vivre bien avec les autres. Euh, Quelque chose qui est un peu paradoxal aussi par rapport à ça, c'est qu'on peut avoir tendance à, à cacher en fait certains états aux autres et à les garder pour nous, euh, pas par égoïsme, mais parce que c'est juste comme ça que c'est censé fonctionner. Nous, on a cet état, on ne peut pas le donner aux autres comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça peut être dérangeant pour les autres de voir quelqu'un devenir totalement joyeux tout le temps en permanence, totalement heureux tout le temps en permanence. Eh bien, on peut voilà, développer cette capacité de cacher un petit peu cet état euh, pour être simplement plus fonctionnel et mieux dans les relations avec les autres. Mais cet état est toujours en nous, on va toujours continuer à le ressentir. Seulement, on n'est pas en train de sourire comme un bénet tout le temps. Ah, tout est beau, tout est agréable, tout va bien. Ça, on le garde à l'intérieur de nous. Mais en même temps, on peut être très simple, très naturel dans nos relations avec les autres. Et ça, c'est effectivement très, très important. Voilà. Euh, Ok. Donc, quelqu'un me disait que il vivait ces derniers mois des expériences qui semblaient correspondre à la sortie du corps. Voilà. Le problème, c'était le fait de subir ces expériences sans décision consciente. Alors effectivement, c'est aussi une partie de ce qu'on fait à l'Institut, c'est d'aider les gens qui vivent ce genre d'expérience à apprendre à les contrôler, à les choisir de les vivre ou de ne pas les vivre à certains moments, parce que effectivement, si on se met à sortir de son corps au milieu d'une réunion avec ses collègues, c'est pas très pratique. On est difficile de rester fonctionnel. Mais en vérité, quand on vit ces expériences de manière spontanée, il y a quand même un mécanisme derrière, il y a quand même quelque chose qui se passe qui fait que ces expériences se déclenchent. Donc on peut aider les gens à comprendre quel est ce mécanisme. Par exemple, il y a souvent un chemin par lequel on passe pour vivre ce genre d'expérience de sortie du corps. Euh, il y a une manière de se positionner dans son corps, une manière de se positionner dans l'espace, etc. On peut vraiment apprendre à contrôler ça pour que ça soit un choix de vivre ce genre d'expérience et que ça devienne une capacité intégrée et fonctionnelle et pas quelque chose qui effectivement est dysfonctionnel et dérangeant. Voilà, quelqu'un me disait, j'ai vécu ces états qui retrouvent certaines caractéristiques, mais c'est difficile de dire lesquelles précisément. Alors c'est normal parce que euh, quand on décrit ces états et quand on fait cette classification, c'est un petit peu, voilà, un petit peu scientifique, un petit peu artificiel, alors que quand on les vit, c'est beaucoup plus organique, beaucoup plus personnel. Donc entre la description la plus objective qu'on essaie de mettre en place et ce que vivent les gens, il y a toujours un peu voilà, de travail à faire pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Ce qu'on peut vivre aussi, c'est parfois le mélange de différents états. Donc forcément, les caractéristiques sont mélangées.
Voilà. OK. Donc ça, c'est les questions que j'avais eues pour le live. Donc pour vous parler de mon expérience à moi personnellement, donc euh, j'ai entendu parler de ce domaine-là il y a plusieurs années maintenant et j'ai commencé seulement à l'expérimenter il y a 4 ans. Avant ça, j'avais aucune notion de ce que c'était que la spiritualité ou l'illumination ou ce genre de choses parce que moi-même, je vivais dans un état qu'on va appeler l'état de conscience moyen que la plupart des gens ont, c'est-à-dire l'absence d'état extraordinaire. Donc, ce domaine-là me paraissait un peu bizarre, mais en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait à ça, qui me disait oui, va là-dedans, va explorer ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Parce que le but du jeu, c'est de créer un changement qui est permanent et qui n'est pas juste d'avoir résolu un problème, mais vraiment de gagner une qualité. Et parfois, c'est une qualité qu'on n'a jamais vraiment vécue dans notre vie. C'est quelque chose de complètement nouveau. Donc, j'ai pas du tout la plupart des états dont je vous ai parlé aujourd'hui, qui sont vraiment l'expérience d'autres personnes qui travaillent dans l'Institut. Euh, mais moi, les états sur lesquels j'ai travaillé, la plupart sont permanents maintenant. Pas tous, parce que certains sont plus difficiles euh, à vivre et tout ce qu'on fait est encore expérimental, donc ça ne marche pas toujours. Mais, euh, mais on a des processus qui permettent d'atteindre certaines choses de manière assez fiable et assez permanente. Donc effectivement, ça change beaucoup de choses dans la vie. Ça ne change pas forcément ma personnalité ou comment je suis dans le monde. Euh, mais les gens remarquent juste que je suis plus optimiste, plus paisible, euh, que je suis bien avec moi-même et que ça se sent. Euh, Peut-être que je suis un peu plus présent aussi. Ça, c'est ce que les gens me disent en général, mais c'est pas genre, oh là là, c'est devenu un grand gros, non, pas du tout. C'est quelque chose de très simple et très naturel, au contraire. Pour moi, c'est vraiment une question de qualité de vie parce que, quelles que soient les expériences que j'ai eues dans ma vie, en même temps, j'ai un sentiment de paix et de bonheur qui est présent. Et, euh, et voilà, ça facilite juste tout. Euh, le fait d'être plus présent aussi, c'est extrêmement agréable parce que plus on est présent à la réalité, plus la réalité devient riche. Euh, c'est comme quand quelqu'un écoute de la musique, que cette personne entend juste la ligne, la mélodie de base qui est dans la chanson. Euh, ok, c'est bien, mais quand on se met à entendre tout ce que fait la batterie, tout ce que fait la basse, se dire ah tiens, cette chanson, il y a 3 guitares qui jouent en même temps. Euh, Tiens, la voix elle fait des variations un petit peu différentes. Quand on se met à entendre tout ce qu'il y a en fait dans une chanson, et pas juste la mélodie de base, mais qu'on se rend compte qu'il y a d'autres notes, d'autres mélodies en dessous, bah, ça devient juste plus riche. On pourrait décliner ça sur le goût, par exemple. Le goût devient plus précis, on se rend compte que les aliments ont plus de saveur. C'est pas les aliments qui ont changé, c'est juste qu'on réalise mieux, qu'on ressent mieux ce qui se passe. Euh, donc c'est intéressant à plein de points de vue, parce qu'on est plus dans la réalité et on est mieux dans la relation aussi avec les autres. Euh, voilà, donc il y a certains états qui sont vraiment très simples en fait à intégrer. Et au bout de quelques jours, on est habitué à ça, on se dit bah oui, c'est normal. Et, au bout d'un moment, on n'est plus en train de se dire, waouh, c'est extraordinaire, mais juste, bah là, je suis bien et c'est normal, quoi. Et je suis tout le temps bien. J'ai jamais. C'est comme si avant, mon niveau de souffrance, quand je me sentais mal, j'étais là, et quand j'étais bien, j'étais là. Puis maintenant, quand je me sens mal, je suis là, et quand je me sens bien, je suis là. Et l'idée, c'est que ça fait monter tout ça au fur et à mesure. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne suis pas arrivé à une satisfaction complète et le fait d'être heureux complètement, mais ma qualité de vie a énormément progressé, à la fois en dedans de moi et dans mes relations avec les autres. Voilà. Après, il y a certains états que j'ai vécu de manière temporaire pour l'instant et qui sont assez extraordinaires et assez loin de l'état de conscience ordinaire. Euh, il y en a un, par exemple, qui est extrêmement agréable pour moi, qui est l'état d'euphorie, dans lequel on est sur son chemin de vie optimal et on est au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Ça donne le sentiment d'être en train de faire exactement ce qu'on est censé faire, avec un sentiment d'euphorie qui est extrêmement fort, qui n'est pas une euphorie maniaque ou nerveuse, mais vraiment quelque chose d'extrêmement paisible en même temps. Voilà, ça, pour moi, c'est extrêmement agréable, extrêmement fort. Voilà, malheureusement, je n'ai pas cet état de manière permanente. Mais au moins, je l'ai vécu et je sais qu'il y a ça qui existe et que je peux atteindre. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que choisir un état dans une liste, c'est jamais vraiment satisfaisant parce que ça ne correspond pas à ce qu'on recherche inconsciemment. Et chaque personne recherche inconsciemment euh, un état particulier, une sensation, une perception, euh, une satisfaction différente. Donc notre job, c'est plus d'aider les gens à se reconnecter à ça éventuellement, plutôt que de dire ah dans la liste il y a ça et ça qu'on peut donner. Voilà. Même si on peut aussi faire ça, notre travail est plus focalisé sur qu'est-ce que chaque personne recherche et qu'est-ce que cette personne a besoin de vivre comme expérience pour être totalement satisfaite.
Voilà un peu pour une expérience personnelle. Après, si vous avez d'autres questions, bah, je peux y répondre. Et puis pour moi, c'est un travail permanent. Donc comment est-ce qu'on fait pour vivre ces états avant d'aller plus loin, parce que je sais que c'est ça aussi qui nous intéresse. Donc on a découvert qu'il y a plein de techniques différentes qui existent. Et comme je vous l'ai dit, c'est une recherche millénaire, donc les êtres humains ont toujours cherché à atteindre ça. La technique que nous, on privilégie, pour faire simple, c'est de résoudre des traumatismes. Donc de résoudre des chocs qu'on a vécus dans notre vie, qui apparaissent sous la forme de croyances, euh, de schémas répétitifs, de compulsions à faire certaines choses et à les refaire encore, qui apparaissent sous la forme d'émotions négatives. Tout ça, on va regrouper ça sous le terme de trauma parce que ça vient de chocs qu'on a vécu à un moment donné. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que ce qui est vraiment déterminant, ce sont les chocs qu'on a vécus avant notre naissance. Parce qu'avant notre naissance, on a un développement biologique qui est extrêmement important et qui est extrêmement fondamental. Et ce qu'on vit dans ces moments-là s'imprime dans nos cellules, dans notre fonctionnement voilà, corporel, biologique. Donc évidemment, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai trouvé ça complètement bizarre, parce que moi, je n'avais pas de souvenir de ma vie avant l'âge de 3 ans, par exemple. Mais en vérité, c'est possible pour tout le monde de revivre ce qui s'est passé à la naissance et même avant la naissance. Et on s'est rendu compte qu'avant la naissance, il y a plein de stades, il y a plein d'étapes de développement biologique dans lesquelles le fonctionnement biologique cellulaire devient plus complexe, devient plus s'accroît. Euh, un moment, par exemple, extrêmement important, c'est la conception. Quand le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent pour ne former qu'un seul être, c'est un moment qui biologiquement est extrêmement important. Et si à ce moment-là, il y a des traumatismes, eh bien ça bloque ce qui se passe à ce moment-là et ça bloque du coup certains états de conscience. Donc notre travail, c'est de cartographier en quelque sorte quels sont ces événements de développement au cours de la vie, développement biologique avant la naissance, et pourquoi est-ce que certains événements correspondent à certains états de conscience. Et en fait, il y a une correspondance extrêmement forte entre notre biologie et le fonctionnement de notre conscience. C'est ce qu'on appelle la biologie de la conscience. Donc on a certains états qu'on peut acquérir en retournant à certains moments de développement, en ressentant ce qui s'est mal passé et en traitant les traumatismes à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a des traumatismes à ce moment-là? Ben oui, même si on n'est pas conscient, on vit quand même énormément de choses et on a quand même une conscience qui est ouverte et qui est très attentive à ce qui se passe. C'est extrêmement biologique. Euh, et en fait, souvent on dépeint par exemple la grossesse comme un moment extatique, océanique, où tout va bien, on est avant d'autres mers, on est complètement, voilà, tout est parfait. En vérité, ça ressemble plus à un flipper, parce qu'il se passe plein de choses hein, pendant 9 mois de grossesse. On a des chocs, parfois la mère vit des émotions que le fœtus va ressentir aussi. La mère peut être empoisonnée avec des produits toxiques. Euh, Ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans le tabac, ça peut être respirer une fumée toxique et ça se transmet à travers le sang, etc. Et puis un phénomène qui est encore plus important que tout ça, encore plus important que les chocs physiques et chimiques, ce sont tout ce que on va appeler les problèmes épigénétiques. Donc les problèmes épigénétiques, c'est ce qui se passe autour de nos gènes. Parce qu'on a un patrimoine génétique qui est donné, et comme ça dès notre conception, ce que nos parents nous transmettent, mais la manière dont ces gènes vont s'exprimer diffère en fonction de certains facteurs épigénétiques et certains gènes vont s'exprimer ou pas. Aujourd'hui, c'est une grande révolution dans la science biologique, c'est l'épigénétique. Et on s'est rendu compte que certaines choses que nos ancêtres ont vécues se transmettent à travers les gènes sous la forme de dommages épigénétiques. Et quand on a ce genre de dommages, eh bien, ça empêche le fonctionnement biologique optimal. Et donc ça empêche les choses de bien se passer comme elles devraient se passer. Et ces chocs épigénétiques correspondent à des traumas qui sont transmis par nos ancêtres. Et il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ça aujourd'hui, sur ce qu'on va appeler les traumas transgénérationnels. Donc beaucoup de choses qui se passent avant la naissance se passent mal parce qu'on a ça qui est en nous, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le résoudre. Donc aujourd'hui, on a plusieurs processus qui sont disponibles, et qui permettent de cibler certains états de conscience particuliers, en revenant à certains événements de développement, et en éliminant les traumatismes qu'il y a eu à ce moment-là. Donc c'est ça qu'on fait. Donc c'est une méthode très différente de ce qu'on voit généralement dans le développement personnel. Euh, En développement personnel classique, entre guillemets, on va plutôt tendance à utiliser des techniques d'induction. On va essayer d'induire, de créer, d'amener un état de conscience dans le présent. Et ça peut très bien marcher pour des états temporaires,
Mais dans mon expérience, et je travaille avec beaucoup de gens dans plein de domaines, euh, ça crée rarement un état de conscience permanent. Ça peut créer un changement de notre manière de fonctionner qui est permanent, parce que simplement de vivre ce genre d'état de conscience temporairement, ça change énormément de perception du monde, ça change nos émotions, on vit différemment après. Mais l'état lui-même n'est pas vraiment permanent, c'est juste le changement qu'on a vécu à ce moment-là. Bref, euh, il y a plein de techniques d'induction, il y a certains formateurs qui sont extrêmement bons là-dedans. Euh, il y en a notamment un que je recommande au Québec qui s'appelle Alexandre Nadeau, qui travaille vraiment beaucoup avec ces sujets-là et qui comprend les mécanismes qu'il y a derrière. Mais nous, à l'Institut, notre technique est différente. On va vraiment chercher à éliminer tous les blocages qui empêchent cet état d'être là naturellement. Parce que spontanément, naturellement, cet état, on est fait pour le vivre et il est juste bloqué par tous ces problèmes. Quand on les enlève, ces problèmes-là, l'état apparaît naturellement. Voilà. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut cibler comme ça. Et puis notre travail, c'est beaucoup de recherche sur tous ces événements de développement, tout le fonctionnement intracellulaire, voilà, comment est-ce que la cellule s'est mise à fonctionner différemment à un moment donné, quelle nouvelle fonction métabolique elle acquiert, pourquoi est-ce que ça se passe mal, comment est-ce que ça devrait se passer en principe, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça se passe mieux, etc. Donc c'est un gros travail de recherche pour aller vers tout ça. Voilà. Ce qui donne aussi accès à certains processus cliniques. Donc, on a des processus, par exemple, pour la schizophrénie. Alors, on ne traite pas tous les problèmes de la schizophrénie, mais on peut, par exemple, enlever les hallucinations auditives. Toutes les voix que les schizophrènes peuvent entendre, on peut enlever ça. Donc, c'est encore expérimental, c'est encore en recherche, mais on a des bons résultats déjà sur ce qu'on a testé. On a aussi un processus pour l'autisme et pour le syndrome d'Asperger. Et on teste différentes choses encore dans ce domaine-là, mais j'en parle pas en détail pour l'instant. Voilà un peu pour ce qu'on fait. Donc concrètement, si vous voulez qu'on travaille ensemble, la première chose qu'on fera, c'est de faire un peu une évaluation de où vous en êtes, comment est-ce que vous fonctionnez et qu'est-ce que vous recherchez. Est-ce que vous avez besoin plutôt d'acquérir un état de conscience ou est-ce que vous avez plutôt besoin d'éliminer une souffrance? Et pour éliminer certaines souffrances, on a des techniques extrêmement efficaces dont je parlerai dans une autre vidéo probablement. Ça, c'est plus de la thérapie. Puis ensuite, on détermine est-ce qu'on peut vous aider à vivre ça et si oui, bon, on fera ce travail qui, euh, qui est un travail extrêmement profond et extrêmement engageant. Il faut vraiment le vouloir et vraiment le faire à fond pour que ça fonctionne, sachant qu'on va vivre des émotions difficiles pendant ce processus-là, mais le gain après est a beaucoup de valeur. Voilà, alors combien de temps ça prend en général? Alors ça dépend vraiment de vous, ça dépend des processus sur lesquels on travaille. Les processus les plus simples qu'on a prennent une dizaine d'heures en moyenne. Donc on va avoir une dizaine d'heures de travail pour débloquer des choses jusqu'à atteindre un état complet, par exemple. Voilà. Une des choses les plus importantes qu'on fait aussi, c'est d'aider les gens qui ont vécu ce genre d'état spontanément et temporairement à revivre ça de manière voulue et de manière permanente. Donc c'est ce qu'on appelle stabiliser une expérience et en faire un état. Certaines personnes, par exemple, ont vécu dans un état de conscience extraordinaire pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On peut les aider à retrouver ça, à faire en sorte que ça devienne permanent. Et c'est souvent ça qu'elles cherchent. Des fois, c'est des choses qu'on a vécues très tôt dans l'enfance, dont on ne se souvient plus vraiment consciemment en tant qu'adulte. Mais il y a une partie de nous inconsciente qui se dit oui, c'est ça que je veux et qui essaie de le retrouver de différentes manières. Donc on peut aider les gens à retrouver ça et c'est certainement un des processus les plus utiles qu'on ait aujourd'hui. Voilà, donc si vous avez encore des questions sur ça, n'hésitez pas à me contacter. De toute manière, ça se fait vraiment en travail individuel, donc ça sera soit avec moi, soit avec un de mes collègues francophones, parce qu'on est plusieurs en francophonie à faire ça maintenant. Euh, voilà, on fera ça au cas par cas. Ok, pour aller plus loin sur cette conférence, j'aimerais donc parler maintenant de la notion de bien et de mal, qui pour moi est un sujet extrêmement important et un des grands moteurs du travail qu'on fait à l'Institut. Euh, donc allons-y. Donc la notion de bien et de mal, c'est une notion qui est ancienne et très répandue et qui est présente dans la plupart des grandes religions. Elle est présente dans tous les monothéismes, bien sûr. Euh, elle est présente c'est le fondement du manichéisme, qui est une tradition spirituelle un peu ancienne. Et puis on retrouve ça aussi dans des formes de traditions orientales. Voilà, toutes les traditions religieuses parlent de démons, de forces du mal, à un niveau ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, dans notre société moderne, on a essayé de relativiser beaucoup ce concept-là. Vous avez beaucoup de philosophes, par exemple, qui estiment que le mal n'existe pas et que c'est une notion complètement relative, que c'est juste un jugement, mais qu'en fait, il y a de l'ombre simplement parce qu'il y a de la lumière et finalement les deux vont ensemble et sont indissociables, par exemple.
Bon, on a vraiment essayé de relativiser ça, de dire en fait le mal n'existe pas. D'un autre côté, vous avez aussi la psychologie classique qui dit que la violence, ça résulte uniquement de la souffrance, et c'est parce qu'on a vécu des souffrances dans notre vie qu'on devient violent. Euh, Évidemment, on peut trouver des contre-arguments. Par exemple, il y a beaucoup de gens violents qui n'ont vécu pas de souffrance particulièrement dans leur vie, qui n'ont pas été maltraités ou battus ou abandonnés, mais qui néanmoins deviennent voilà, violents et négatifs. Euh, et puis vous avez concrètement du négatif qui existe dans nos sociétés, peut-être un peu moins dans la société européenne ou nord-américaine, qui sont relativement protégées, et encore, mais si vous regardez l'ensemble de l'humanité, il y a quand même beaucoup de choses négatives qui se passent et beaucoup de souffrances que les êtres humains s'infligent les uns aux autres. Dans notre expérience, dans notre recherche, on s'est rendu compte qu'il était tout à fait possible, et même de plus en plus courant au fur et à mesure qu'on allait loin dans le domaine, de faire des expériences directes de, de sensations du mal, d'horreur absolue, de désespoir total. Et c'est vraiment une expérience directe. C'est pas un jugement qu'on porte sur les choses en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien par rapport à telle ou telle morale. Il ne s'agit pas d'action non plus, pas oh un tel a fait ça, c'est mauvais ou c'est méchant, etc. Mais vraiment d'expériences directes, de sensations directes, de faire l'expérience du mal, du diable, de choses extrêmement négatives. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Pour vous donner une idée du sujet, pensez par exemple au pire film d'horreur que vous ayez vécu, qui a vraiment évoqué une sensation de mal, de diable, quelque chose comme ça. Ou alors vous pouvez penser à la pire atrocité humaine que vous connaissez. Euh, Pensez à ce genre d'expérience qui provoque de la terreur, une erreur vraiment profonde, un dégoût profond, quelque chose de totalement inhumain. Et bon, si vous multipliez ça par 100, vous aurez une idée de ce qu'on peut vivre parfois quand on fait ce travail exploratoire et qu'on tombe sur une expérience extrêmement négative, qu'on a l'impression de vivre le mal euh, existentiel. Concrètement, il faut bien reconnaître que l'humain est capable de l'inhumain, et on utilise d'ailleurs ce terme, vous faites des choses inhumaines. Si vous pensez à tous les crimes de masse, à tous les génocides, si vous pensez aux crimes nazis, euh, si vous pensez à toute la violence et toute la destruction dont on est capable, euh, bon, on peut essayer de relativiser ça en disant non, non, c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Ben si, soyons honnêtes, c'est vraiment extrêmement négatif. Et, euh, et ça ne dépend pas vraiment de parce qu'on nous a fait du mal, on va faire du mal. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile à éliminer. Et du coup, on peut se demander, bah, c'est quoi la véritable source de la violence? Qu'est-ce que c'est que ce mal qu'est un être humain? Pourquoi est-ce qu'on a un côté lumineux et un côté sombre? Pourquoi est-ce qu'on a cet archétype qui est extrêmement fort un peu partout? Voilà, si vous regardez la plupart des films de science-fiction, par exemple, sont basés sur ça. Euh, voilà, l'affrontement entre les forces du bien et les forces du mal, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Même si dans notre vie de tous les jours, heureusement, on est plutôt sur un équilibre positif, ben, il y a quand même aussi du négatif et il y en a beaucoup. Ce qu'on a découvert à l'Institut, c'est que le mal, ce qu'on va appeler le mal, ça existe concrètement. Et c'est quelque chose qui est logé au plus profond de l'être humain. Et ça se manifeste de plein de manières différentes. Vous avez des gens, par exemple, qui ont l'impression d'être possédés par le diable et qui vivent vraiment cette expérience absolument horrifiante d'être complètement sous contrôle d'une force négative. Alors c'est un peu rare, et puis on a tendance à pas trop en parler, parce qu'on a tendance à dire dans notre société que ça n'existe pas vraiment, mais il y a des gens qui vivent ça. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé à vous de sentir chez quelqu'un quelque chose d'extrêmement négatif et dégoûtant, et que vous n'aviez aucune envie d'être en relation avec cette personne-là. Euh, Puis il y a des gens qui, dans certaines circonstances, ont l'impression d'être totalement en enfer et de vivre quelque chose d'extrêmement, une sorte de désespoir profond, existentiel. Donc ça existe pour de vrai, et ça crée différents effets chez l'être humain qui peuvent apparaître sous la forme de polarité. Par exemple, vous avez une polarité entre le sentiment de puissance et le sentiment d'impuissance. Quelqu'un qui vit un sentiment d'impuissance absolument total euh, peut être la proie de cette polarité et tomber dans le piège de soit être prisonnier de ça, soit au contraire aller vers un sentiment de puissance. Vous avez par exemple toutes les formes de fanatisme qui sont basées sur ça, que ce soit le fanatisme politique, que ce soit le fanatisme religieux. Voilà, on a un bon exemple dans les années récentes avec Daesh, l'État islamique. Euh, les gens qui deviennent fanatiques sont des gens qui fondamentalement vivent un sentiment d'impuissance tellement fort que la seule manière pour eux de dépasser ça,
c'est de tomber dans l'inverse qui est un sentiment de puissance. Et si vous étudiez un peu la psychologie des psychopathes ou des terroristes, ben souvent quand ils sont dans cette action, ils sont extrêmement puissants, extrêmement paisibles en même temps, comme si tout allait bien, et qu'ils ont un sentiment de puissance, d'être supérieur à tout le monde. Une autre polarité, c'est la séparation et la connexion. Donc des gens qui ont l'impression d'être extrêmement séparés de tout, comme s'ils étaient séparés de la vie ou séparés de l'amour, qui ne pouvaient jamais être vraiment aimés, d'être complètement seuls et perdus. Et l'inverse de ça, c'est de rentrer dans une forme de connexion où on se sent complètement connecté, complètement qu'on maîtrise les choses, etc. Qui peut être vraiment un piège et quelque chose de négatif. Une autre polarité, c'est ce qui concerne l'ego. Donc, ce qu'on appelle l'inflation et l'efflation de l'ego, c'est tout simplement le fait d'avoir un complexe d'infériorité ou de supériorité. Donc, infériorité, ben, c'est je suis nul, je suis une merde, personne m'aime, je ne vaux rien, je suis une larve, etc. Et on peut se sentir extrêmement mal à cause de ça. Et puis le mécanisme inverse, c'est d'être dans l'inflation, dans la supériorité, en disant je vaux mieux que les autres, je suis supérieur, je m'y connais mieux, je suis plus avancé, etc. Et finalement, c'est un piège parce on se sépare des autres aussi à travers ça et on se limite à travers ça. Bien sûr, la violence physique en soi, c'est aussi un des paramètres. Donc, que ce soit la violence physique ou morale d'ailleurs, le harcèlement, le fait de rabaisser les autres, etc., le fait de victimiser les autres. Et puis la polarité, c'est d'être soi-même une victime et de ne pas pouvoir sortir de ça, d'être complètement toujours malmené, toujours attaqué par les autres. Voilà. Ce qu'on pourrait appeler la pulsion de mort aussi, on peut mettre ça là-dedans, la sensation d'avoir quelque chose de morbide en soi, quelque chose qui nous fait aller vers le négatif, vers la mort, ou à l'inverse, quelque chose qui nous fait aller vers l'énergie ultime, la sensation d'être complètement high, d'avoir une sorte de buzz, d'être complètement en surénergie, quelque chose qui n'est pas fonctionnel. Eh bien, c'est aussi une forme de polarité. Et tout ça, ce sont les effets de certains mécanismes qu'on a identifiés et qui peuvent amener plus ou moins à cette sensation de mal lorsqu'on travaille dessus. Alors, il y a des facteurs de risque qui peuvent amplifier ça. Alors, bien sûr, vous avez les drogues hallucinogènes où on peut vivre parfois un bad trip qui nous amène vers quelque chose d'extrêmement horrible, extrêmement négatif, qui est plus qu'un traumatisme, qui est vraiment une sensation d'horreur absolue ou de désespoir absolu. Vous avez toutes les techniques de spiritisme, d'ésotérisme. Vous avez les situations de codépendance. Quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, par exemple, et que cette relation se perdure, ça vous emmène dans un espace qui est extrêmement négatif, pour ceux qui vivent ça. Vous avez tout ce qui est complexe de supériorité, d'ego, etc., etc. Donc, un des buts de l'Institut, vraiment fondamentalement, c'est de comprendre comment ça fonctionne et d'éradiquer ça, de trouver comment guérir, entre guillemets, la source du mal. C'est vraiment un de nos buts à long terme. Alors, on a différents états qui permettent d'avoir des progrès par rapport à ça. Vous avez notamment un état qu'on appelle Brain Light. En français, on n'a pas encore choisi la traduction, ce sera peut-être cerveau lumineux ou peut-être choisir le bien. Dans cet état, il y a un choix inconscient pour le positif et ça élimine une tendance qu'on a à pouvoir être violent physiquement. Ce qui fait que dans cet état, c'est extrêmement difficile d'avoir une pulsion négative envers quelqu'un ou de frapper quelqu'un ou d'attaquer quelqu'un. C'est comme s'il n'y avait aucun drive, aucune énergie derrière ça. Au contraire, on est complètement neutre physiquement et complètement une sensation d'être extrêmement positif. Donc ça éradique pas tout le mal qu'il y a dans l'être humain, mais déjà avec ça, ça provoquerait un changement fondamental dans nos sociétés et il y aurait énormément moins de crimes, de violences, de malheurs. C'est vraiment le chemin sur lequel on est et sur lequel on continue à travailler. Voilà, malgré ça, ça reste une des expériences les plus difficiles à vivre, surtout pour les chercheurs dans le domaine, parce que ça peut provoquer des expériences d'annihilation, d'être complètement détruit, d'horreur totale, de désespoir, voilà, des sensations de suffocation extrêmement fortes, ou alors des visions carrément de destruction de la nature, de la planète ou de l'univers, des choses assez, voilà, assez fortes comme ça, et parfois même de ressentir la souffrance de l'humanité comme si on ressent tout ce que les humains vivent comme souffrance. Donc ça peut être extrêmement difficile à vivre. Si on va encore plus loin sur le but principal de l'Institut maintenant, à la base, c'était de trouver un moyen fiable d'amener les gens à acquérir certains états particulièrement transformateurs et positifs, et même des états altruistes, notamment l'état de beauté fondamentale dont on a parlé. Et puis au fur et à mesure, on est devenu un peu plus ambitieux, au fur et à mesure qu'on a découvert et compris un peu mieux tous ces mécanismes, et qu'on va un peu plus loin au cœur de
la nature humaine et de son potentiel. Et le but, c'est vraiment d'aller au maximum de ce qu'on peut faire. Donc pourquoi est-ce que les états de conscience sont bloqués par des traumatismes? Pourquoi est-ce qu'on a des traumatismes à la base? Qu'est-ce qui génère ça? Quelle est la source de ça? Et puis combien est-ce qu'il y en a de ces états? Est-ce qu'il y en a 50, 100? euh, Est-ce que certains sont plus importants, plus fondamentaux que d'autres? Quelle relation ça a avec la santé? Est-ce qu'on peut restaurer une santé beaucoup plus forte, beaucoup plus idéale avec ça? Euh, et d'autres questions fondamentales. Est-ce que les humains sont censés être des individus séparés? Ou est-ce qu'au contraire, on est tous reliés à un niveau dont on n'a pas vraiment conscience dans la vie de tous les jours? Euh, et puis aussi, est-ce qu'on peut acquérir d'un coup tous ces états de conscience et débloquer tout ça d'un coup? Et bien sûr, quelle est la source du mal et est-ce qu'on peut s'en libérer totalement? Donc le but, c'est vraiment de pouvoir atteindre une santé idéale, parfaite, et éliminer toute forme de souffrance. Alors, je sais que c'est ambitieux, hein, mais c'est vraiment ça notre but, et se reconnecter à ces réalités que certains vivent, que certains recherchent. Comment est-ce qu'on peut reconnecter l'humain à ça et générer des sensations d'amour et d'altruisme inconditionnel, vraiment d'être positif à un niveau très profond. Voilà, il y a aussi une dimension plus que personnelle et plus que humaine par rapport à ça, parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui extrêmement, extrêmement dangereux par rapport à notre environnement. On constate aujourd'hui que notre comportement à l'échelle de la société est destructeur, en fin de compte, pour nous-mêmes, parce qu'on détruit notre environnement. Enfin, il y a tous ces problèmes de surpopulation, de pollution, de saccage de la planète, euh, d'épuisement des ressources, d'épuisement de l'espace ou de l'eau potable, etc. On a tous ces problèmes qui sont de plus en plus présents, de plus en plus prégnants. Et la solution à ces problèmes, bah, on peut se dire qu'elle vient du monde politique, mais concrètement, si vous regardez ce qui s'est passé depuis on va dire, les 50 dernières années, les progrès sont extrêmement ténus et ça n'a pas vraiment apporté de solution à long terme. On peut se dire que ça vient d'une initiative individuelle, mais concrètement, quand vous avez des pays qui ont des millions, des millions, des milliards d'habitants, qui sont de plus en plus matérialistes, de plus en plus pollueurs, comment est-ce qu'on peut amener cette conscience dans chacun? Et puis la population augmente très rapidement et de plus en plus rapidement. Pour moi, et c'est un point de vue qu'on a à l'Institut, c'est que la vraie solution à ces problèmes-là, ça passe par un changement de conscience. Ça passe par un changement du fonctionnement de l'être humain. Et que les peak states, les états de conscience de haut niveau, c'est une réponse qu'on peut apporter par rapport à ça. Donc on a aussi ça en ligne de mire. Voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune garantie qu'on réussisse, parce que tout ça est très incertain. On a peu de personnes qui travaillent dans l'Institut, et les personnes qui travaillent sont des bénévoles, qui travaillent sur leur temps libre et qui travaillent en éliminant leurs propres souffrances. Donc il faut une grande motivation par rapport à ça. Et aussi, c'est quelque chose qui, à notre connaissance, n'a jamais vraiment été fait dans l'histoire humaine, même s'il y a beaucoup de groupes chamaniques ou spirituels qui tentent ça, qui essaient d'amener plus d'altruisme, par exemple. Bah, concrètement, quand on voit l'état de la planète, on sait que ça ne marche pas très très bien. Donc, donc voilà vraiment le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Donc on cherche aussi de nouveaux participants au projet. Si vous voulez nous rejoindre dans cette dimension-là, voilà. Mais ça c'est seulement si vous voulez faire l'expérience d'une qualité de vie vraiment exceptionnelle, bien au-dessus de la norme, et que vous êtes prêt aussi à faire un travail sur vous. En attendant, bah, on a beaucoup d'autres choses à vous proposer, vous n'êtes pas obligé de vouloir aller jusque-là, mais c'est ça vraiment le but de notre institut. Donc en attendant, on a plein de processus qui sont ouverts au grand public, qui permettent d'acquérir certains états de conscience de haut niveau. Donc vous avez ceux dont je vous ai déjà parlé, comme le silence mental, la paix intérieure, le fait de stabiliser une expérience pour en faire un état, et puis d'autres processus dont je vous parlerai un peu plus spécifiquement si ça vous intéresse. Et puis il y aura aussi un site web qui va bientôt sortir qui détaille un peu tout ça. Voilà, voilà, voilà. On a aussi une technique de thérapie des traumatismes qui est extrêmement efficace, euh, qu'on appelle Whole-Hearted Healing, et qui permet de travailler tout type de traumatisme, que ce soit à la fois des traumatismes biographiques ou transgénérationnels, des syndromes de stress post-traumatique, etc., etc. Et on développe des nouvelles formes de thérapie et de traitement pour les addictions, pour la dépression, pour les pensées négatives, pour l'hypersensibilité, pour les douleurs chroniques, euh, pour les problèmes relationnels évidemment, tout ce qui est problème d'abandon aussi, euh, et plein d'autres domaines dans lesquels les thérapies classiques a du mal à agir. Voilà, on développe énormément de choses par rapport à ça. Voilà. On a aussi des processus cliniques expérimentaux, donc pour traiter certains problèmes
qui sont en fait des problèmes d'état de conscience, qu'on classifie comme des troubles mentaux dans la psychiatrie moderne. Nous, on voit ça un peu différemment parce qu'on a un modèle différent. Et donc, on a découvert que c'est possible d'agir sur ça. Donc, tous ces traitements sont expérimentaux, mais parfois ouverts aux personnes qui veulent en bénéficier. On a un traitement pour le déficit de l'attention, pour l'autisme, pour la schizophrénie simple, c'est-à-dire juste les hallucinations. On a un processus pour réparer le cerveau, entre guillemets. C'est un processus qui permet de maximiser la régénération et la plasticité cérébrale quand on a vécu un choc au crâne, avec perte cognitive ou perte moteur, par exemple. On peut vraiment rétablir ça. Et puis, on travaille sur tout ce qui est lié à la psycho-immunologie, donc toute la manière dont notre système immunitaire réagit en fonction de nos pensées et de nos émotions. Voilà, tout ce qui est en fait problème épigénétique, tout simplement. On a aussi un processus pour les troubles de la personnalité multiple ou les troubles dissociatifs. Alors, tout ça, c'est en développement, mais c'est aussi des processus qui sont de plus en plus disponibles et de plus en plus efficaces. Voilà pour conclure cette conférence. Donc, si vous voulez en savoir plus, ce que je vous encourage à faire, c'est à vous procurer les 2 ouvrages de Grant McFettridge et d'autres chercheurs de l'Institut, qui s'appellent tout simplement Peak States of Consciousness, volume 1 et 2, qui sont disponibles seulement en anglais pour l'instant. Malheureusement, on n'a pas du tout le temps de traduire ça en français parce que c'est assez épais. Mais si vous lisez l'anglais, vous allez découvrir énormément de choses intéressantes, énormément de détails par rapport à tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc vous pouvez les trouver dans certaines librairies, et puis surtout sur Amazon, c'est très simple, ou sur la FNAC et ce genre de sites en ligne. Donc voilà ce qui conclut cette conférence. J'espère que ça vous a intéressé et que c'était assez parlant pour vous, tout ce que j'ai voulu partager avec vous. Je sais que c'est un domaine dont il est parfois difficile de parler avec les mots justes. Et voilà, je sais que c'est pas toujours facile pour moi de mettre la nuance, la subtilité dans les choses. Donc prenez pas forcément les choses au pied de la lettre, mais si vous avez des questions, eh bien tout simplement on en parlera. Si ça vous a activé émotionnellement, si ça vous a mis en colère ou si ça vous rend confus, c'est normal. On peut aussi en parler. C'est des émotions qu'on traverse régulièrement, surtout au début. Mais c'est un domaine qui existe vraiment et que plein de gens peuvent vivre. Et notre but, c'est vraiment d'aider les gens autant qu'on peut à vivre ça et de développer de plus en plus cette recherche. Donc que vous soyez thérapeute, que vous soyez voilà, dans la spiritualité ou le développement personnel, ça peut vraiment vous apporter beaucoup de choses si vous voulez qu'on travaille ensemble. Voilà à peu près tout ce que je voulais dire. Donc merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Il y a un site internet qui va bientôt paraître et je vous enverrai le lien si vous voulez, et qui vous donnera plus de détails et plus de théories sur tout le fonctionnement qu'on a mis en place et tout ce qu'on fait aujourd'hui à l'Institut. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur contact@gaetanclin.com, et puis moi je suis disponible pour vous aider dans ce domaine-là si vous voulez. Il y a aussi d'autres thérapeutes en France et en Suisse qui sont disponibles. Je vous référerai à eux si vous voulez, si besoin. Et voilà, restons en contact et parlons-en. Et puis j'ai hâte de savoir aussi qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que ça évoque chez vous. Et voilà, vous savez où me joindre. Donc bonne journée à vous et à bientôt.